Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir sur LCI, nous continuons à essayer de suivre ce qui se passe dans le golfe d'Ormuz, en Iran, aux États-Unis et ailleurs. Donald Trump est revenu de Chine. Et alors pardon, je vais enlever mon oreillette parce que on me parle en même temps, j'entends tout en même temps. Donald Trump, donc je disais, est revenu de Chine, il se trouve aux États-Unis et les médias israéliens sont en train de menacer d'une attaque imminente. Une attaque imminente. Donald Trump est d'ailleurs depuis quelques minutes, on va vous les montrer dans quelques instants, en train de poster sur Truth Social. Vous savez que souvent quand Donald Trump poste, il le fait par salve et il y a quelques instants, il y a 2 heures, il a posté ceci. On l'écoute parce que c'est une petite vidéo. Okay, we have it in our sight. Fire. Boom. Bon, vous avez vu, Donald Trump, Gallagher Fenwick est au clavier et puis il appuie sur Enter. C'est au moment où il y a ce laser qui sort de ce bateau américain qui, évidemment, va dans les cieux iraniens. Et il vient de tweeter ceci à l'instant. C'est le calme avant la tempête. Non, bien sûr, on sent qu'il est en train d'utiliser le champ informationnel et son réseau social pour accroître la pression sur les Iraniens dans l'espoir que ces derniers ne fassent d'éventuelles concessions qui permettraient de faire avancer un processus qui se poursuit péniblement. Mais la diplomatie en coulisses avance. On a rapporté sur LCI notamment le déplacement d'officiels du Qatar pour rencontrer J.D. Vance. On sait que les Pakistanais, médiateurs dans cette affaire, en tous les cas jusqu'ici, sont très actifs. Donc il y a des déplacements d'une capitale à l'autre. Et j'ai bien aimé, Anne, l'expression que vous avez utilisée, elle est tout à fait judicieuse, celle d'une salve, parce qu'il est en train de poster à la fois sur ce qui pourrait advenir et de débriefer en quelque sorte, si vous me permettez ce mauvais français, sur la séquence dont il vient de sortir, à savoir son déplacement en Chine, avec par exemple une célébration du respect qui lui aurait été conféré par Xi Jinping, un leader qu'il nous présente comme étant l'un des plus respectés au monde, sur fond de photos de lui sur ce tapis rouge, vous savez, devant ces soldats chinois alignés, alors que franchement, en revenant de ce déplacement, que peut montrer très concrètement Donald Trump aux Américains en termes de réussite, qu'elle soit diplomatique ou commerciale. Oui. Donc, il fait énormément de posts sur les réseaux sociaux, peut-être un petit peu pour compenser un certain sentiment de vide qui n'est pas totalement injustifié à mon sens. Oui, Gallagher Fenwick, je ne vous ai pas présenté, vous êtes grand porteur spécialiste des questions internationales. Aurélien Duchesne, merci d'être avec nous. Vous êtes consultant géopolitique et défense. Stéphane Goldin, merci d'être là ce soir. Analyse sécuritaire, vous avez commandé une unité d'élite de Tsahal. Sophia Marat, grand reporter, bonsoir. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient. Sylvie, bonsoir Sylvie. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie et en Chine. Enfin, Bertrand Villemer, bonsoir. Bertrand Villemer, vous êtes ancien chef d'état-major interarmé des forces françaises, ancien pilote de chasse. Je vous parlais de salve. Donc, nous avons droit à Donald Trump qui parfois écrit donc de longs posts que nous essayons tous d'analyser, de décortiquer. Il y a des phrases en capitale, d'autres pas. Et puis parfois, c'est plus du tout du texte. Vous voyez, c'est de l'image. Là, Space Force. Space Force, vous voyez Donald Trump qui est comme un maître de l'univers dans une position qu'il affectionne, que je ne vais pas essayer encore imiter avec ses 2 points sur la table. Mais souvenez-vous que cette Space Force, il l'avait mentionné, était-ce la semaine dernière, Aurélien Duchesne, je pense, quand il disait que c'était ces forces spatiales qui avaient un œil très spécifiquement sur l'uranium qui enrichi, qui reste en Iran. Absolument, cette Space Force, qui a été créée par Trump lui-même d'ailleurs en 2019, inspirant la France l'année suivante. Le problème, c'est que cette Space Force, certes, on en voit l'efficacité en termes de renseignement, avec une supériorité absolue des Américains en la matière, mais on peut prendre toute l'altitude qu'on veut. C'est pas ça qui va aller chercher l'uranium au sol, et c'est pas ça qui va pallier au fait que les frappes, même si elles devaient reprendre demain, ne suffisent pas aujourd'hui à apporter une solution au conflit. Trump
quand il communique là-dessus, s'il voulait plutôt intimider, il devrait davantage communiquer, redescendre sur terre et communiquer sur l'option de troupes au sol. C'est ça qui est à même aujourd'hui de débloquer le détroit d'Ormuz ou d'aller récupérer l'uranium iranien. Mais communiquer sur ça, c'est pas ça qui fera changer l'approche américaine. Bertrand Villemer, Donald Trump était silencieux, plutôt calme, plutôt en retrait d'ailleurs, et plutôt très déférent lors de sa visite en Chine face au président chinois Xi Jinping. Là, depuis qu'il est arrivé, on a droit à ses tweets, et puis on a la presse israélienne qui est en train de faire état d'une accélération subite de préparatifs en vue d'une reprise imminente des opérations militaires qui concernent la guerre en Iran. Voilà, c'est le 8e ultimatum, si je ne me trompe pas. 8e, vous avez compté ? Ouais, c'était le 7e il n'y a pas très longtemps, donc c'est le 8 ou 9e. Voilà. Donc je pense qu'il perd un peu en crédibilité avec ces ultimatums. Le deuxième point, c'est que quand la diplomatie ne marche pas, on fait appel à la force. Le problème, c'est qu'on a déjà fait appel à la force. Donc, voilà. Donc, vous voulez dire à la force militaire. Donc, voilà. Quand la diplomatie ne fonctionne pas, il y a une action militaire. Voilà. Ben, le problème, c'est que l'action militaire a été déjà effectuée et elle n'a pas donné des résultats très convaincants. Donc, il peut continuer à menacer, éventuellement reprendre des frappes aériennes, tant qu'il ne mettra pas des troupes au sol, et tant qu'il n'aura pas... Là, il n'en a pas les capacités, très clairement. Mettre des troupes au sol, c'est 6 mois de préavis, ça ne se fait pas comme ça. Donc, tant que les Mettre des troupes au sol, c'est 6 mois de préavis. Oui, mais ça dépend quelles troupes. S'ils sont des commandos des forces spéciales, c'est pas du tout le même délai. Les commandos des forces spéciales que vous allez changer le régime de l'Iran. Non, mais par exemple, récupérer de l'uranium. Alors, parlons-en de l'uranium. Oui, parlons-en. Oui, nous allons en parler toute la soirée. L'uranium, pour moi, c'est un chiffon rouge. C'est un chiffon rouge parce que ces 440 kilos, ils viennent d'un constat des inspecteurs de l'AEA en juin 2025. Oui. Bon, c'est tout. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les Iraniens leur ont montré 440 kilos et ça s'est arrêté là. D'accord. Et donc vous pensez que... Je pense que les Iraniens, ils n'ont peut-être pas tout montré. Oui, qu'il y a plus. Il y a certainement plus, d'autant plus qu'en janvier, il y a un échantillon qui a été récupéré par les inspecteurs de l'AEA avec 87,9% d'enrichissement. Alors il y a eu une discussion en disant cet échantillon n'est pas représentatif, etc. Ça c'est le premier point. Donc on n'est absolument pas sûr de l'enrichissement, on n'est absolument pas sûr du volume et on ne sait bien sûr pas où c'est. Et puis le troisième point, c'est que c'est pas parce que vous bombardez un entrepôt que vous tuez la connaissance. Le savoir, oui. Ce qui est important, c'est le savoir. Et le savoir, ils l'ont. Ils l'ont. Donc ils peuvent raser tout ce qu'ils veulent. Le savoir, puisqu'ils l'ont, ils vont recommencer s'ils le souhaitent. Et puis le dernier point, c'est pas sûr que l'Iran veuille faire une bombe nucléaire. Parce que sinon, il l'aurait déjà fait, je pense. Bon. Stéphane Goldin, les médias iraniens font état de ces préparatifs, vous nous l'avez dit hier même sur ce plateau. Les médias, israéliens. Les médias israéliens, vous nous en avez parlé sur ce plateau hier, avant que c'était d'ailleurs officiel, vous nous avez dit que tout le monde était dans un état de haute préparation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Donald Trump a une fenêtre de 24 heures, disent les médias israéliens, pour frapper à partir de maintenant. Écoutez, sur le territoire israélien, il y a une forte mobilisation de tout, je dirais, le système opérationnel de Tsahal. Pas que le système opérationnel, il y a aussi... L'armée de l'air, le commandement du front intérieur. Toutes les bases aériennes sont complètement mobilisées. Les pilotes ne sortent pas, restent dans leur base, près de leurs avions, prêts à décoller à tout moment. Donc c'est état d'alerte maximal. Il y a un état d'alerte qui est pas encore complètement maximal, mais qui a été relevé à un certain niveau. Maintenant, il faut aussi savoir qu'il y a dans le sud d'Israël, à Eilat, il y a des avions ravitailleurs qui ont été, qui se sont posés. On va y venir. Et du côté d'Aqaba, il y a des Hercules, c'est-à-dire des C-130 qui sont aussi mis en place. Parallèlement à tout cela, quand je dis qu'il y a une mobilisation, c'est-à-dire que toute l'armée est prête à intervenir et tout le monde attend de ce que va dire concrètement Donald Trump dans les minutes, dans les heures qui viennent. Donc tout le monde est dans cette attente. Donc Israël est prêt à mener une opération sur plusieurs heures, plusieurs jours ou plusieurs semaines, pour dire clairement les choses. Oui, donc plusieurs jours ou plusieurs semaines. Israël est prêt pour mener des opérations ou sur plusieurs jours, pouvant aller jusqu'à plusieurs semaines. Les choses en Israël sont complètement prêtes. Alors il faut aussi comprendre qu'il y a eu cette trêve qui a permis à tout le monde d'abord de se reposer, de se préparer,
Mais au-delà de ça, aussi d'acquérir peut-être aussi du renseignement. Et ce qui est dangereux, c'est quand vous dites... Enfin, peut-être, oui, sûrement, enfin à 100%, évidemment. Mais ce qui est dangereux, c'est quand vous dites qu'il y a eu un échantillon qui est arrivé Là, à vous adressez à 87, à Bertrand Villemer. 87,9, ouais. ça veut dire qu'on se rapproche C'est des dans le 80, rapport, hein. on se rapproche des 90%. Oui. Et donc il y a un véritable problème qui doit se poser, une véritable réflexion qui doit être menée. Donc je pense que cette trêve a eu lieu aussi pour accéder à énormément de renseignements, d'où aussi probablement la préparation d'unités spéciales qui pourraient intervenir d'une façon très ponctuelle, je dis bien très ponctuelle, sur des sites bien précis, sur peut-être la question de l'uranium, mais pas que. Oui, Sophia Marin. Oui, vous avez raison. Tout le monde, et l'Iran y compris... tout le monde est sur le pied de guerre. Et sur le pied de guerre, et tout le monde a profité de cette trêve ou de ce cessez-le-feu pour se ravitailler et aussi, et surtout, je dirais, pour tirer les leçons de la première phase de la guerre. Or, il semble... à moins qu'on ne se trompe ou qu'on ne sache pas tout, ce qui est tout à fait possible, que côté américain, du côté de Washington, eh bien, la direction ou l'administration de Donald Trump n'a pas tiré les leçons de l'impossibilité, avec les moyens engagés à ce jour et à l'heure où nous parlons, de changer fondamentalement la donne en Iran et d'atteindre au moins un des 3 ou 4 objectifs qu'il n'a d'ailleurs même pas annoncé et qu'il a fini par valider, en tête desquels le nucléaire. Et à ça, c'est ajouté le détroit d'Ormuz, et dont on ne sait pas là non plus s'il a les moyens ou pas militairement d'arriver à ses objectifs. Nous allons bien sûr revenir sur toutes ces informations en détail lors de cette soirée. Restez avec nous, bien évidemment. Nous allons suivre ces tweets de Donald Trump, vous donner les dernières informations dès qu'elles nous arrivent. L'information a été confirmée aujourd'hui par le Hamas. Le chef de sa branche armée a été tué hier lors d'une frappe ciblée de l'armée de l'air israélienne à Gaza City. Cet homme avait succédé à Mohamed Sinwar. Il parlait hébreu. Il était considéré comme un des derniers architectes des attaques du 7 octobre 2023. Stéphane Goldin, je crois d'ailleurs que vous étiez sur place sur le terrain lors de ces attaques du 7 octobre. Oui, dès le 7 octobre, je me suis rendu évidemment sur le front sud où j'ai pris part évidemment à ce qui se passait. J'ai rejoint aussi mon unité de réserve. Oui, de réserve, c'est ça. Et donc, évidemment, j'ai vu ce qui se passait le 7 octobre et j'ai compris aussi la grandeur. L'ampleur de cette attaque. Et cet homme était considéré, cet homme qui a été là ciblé et tué par Tsahal hier, était un des derniers cerveaux vivants de l'attaque. Il était un des derniers cerveaux. Il avait même participé à la prise d'otages de différents otages. Et Liri Elbag, qui était une des otages, a dit clairement ce qu'elle pensait de ce monsieur, qui était franchement très cruel et très dur au moment de l'autre, quand il a pris ces personnes en otage. Et donc il était dans la liste. Il était dans la liste et la liste des cibles. Liste des cibles qu'Israël avait. Et donc il est sorti voilà, les choses sont arrivées. À un moment donné, tout se paye. Gagar Fenwick sur ce sujet. Ces images sont d'une tristesse et d'une cruauté. Il ne s'agit pas de pleurer évidemment sur cette personne qui sera remplacée, parce que c'est un cycle bien évidemment interminable. Si on devait faire la liste de toutes les tout commandant de guerre est remplacé. Effectivement. Et d'ailleurs, le Hamas a déjà procédé à un premier cycle d'élection qui n'a pas donné de résultat. Il y en aura un deuxième pour désigner son remplaçant qui ne manquera pas de surgir. J'ai surtout une pensée pour les 8 autres Palestiniennes qui ont été tués dans cette frappe, de 50 blessés. Je rappelle qu'on est censé être dans une phase de cessez-le-feu. Depuis octobre dernier. L'armée israélienne continue d'avancer dans Gaza et occupe désormais plus de terrain qu'avant. C'est-à-dire qu'elle a dépassé la fameuse et tristement célèbre désormais ligne jaune, que les enfants de Gaza qui vivent sous les tentes sont rongés par les rats, les rongeurs qui prolifèrent dans l'enceinte, qui souffrent d'une insalubrité terrifiante, et que
finalement, ce qui est considéré comme étant un génocide par beaucoup de penseurs, certains israéliens, Omer Bartov, pour ne citer que lui qui vient de publier un livre à ce sujet, se poursuit et que cela ne fabrique pas la paix, ni la justice, mais alimente la cruauté à l'endroit des Palestiniens, de Gaza d'ailleurs, et n'approche pas ces deux peuples qui ont terriblement besoin de paix. Et je salue au passage, parce qu'on montre ces images, vous savez, il y a eu une manifestation qui s'appelle la journée de Jérusalem, là, Jérusalem, où on a vu voilà, des colons s'en prendre à des commerçants palestiniens dans la vieille ville de Jérusalem. L'existence d'une ONG qui s'appelle Standing Together, qui réunit des Palestiniens et des Israéliens de confession juive et qui marche côte à côte justement pour mettre fin, ça c'est toujours à souligner, bien évidemment, ce cycle interminable du sang et de la violence. Écoutons ce qu'a dit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou hier, justement concernant la partie qui est sous contrôle de Tsahal officiellement à Gaza. Il y en a qui disaient « Partez, partez ». Nous ne sommes pas partis. Aujourd'hui, nous contrôlons 60%. Demain, nous verrons. Bientôt 90. Oui, Sophia Mara, c'est la première confirmation officielle de l'extension de la zone aux mains d'Israël dans le territoire palestinien. Que ce chiffre vous paraît réaliste ? Écoutez, ils peuvent tout faire. Ils en ont les moyens militaires, sauf que ils s'enfoncent eux-mêmes dans comme l'a dit Gallagher, dans un cercle de violence dont ils ne sortiront pas. Qui peut se souvenir aujourd'hui de Yahya Ayash? Qui peut se rappeler de Ahmad Yassine? Tous ces chefs du Hamas qu'on a tous rencontrés dans nos reportages, dans nos missions à Gaza, on les a tous oubliés. C'était la assassinés et remplacés, c'est ce que vous voulez dire. Mais 10 fois, 20 fois, à quoi ça sert aujourd'hui? Et puis de voir Netanyahou qui lui-même a enfermé Gaza, l'a encerclé, l'a étouffé, et puis a dit aux Qataris de payer au Hamas des millions de dollars par mois, espérant ainsi diviser Gaza de la Cisjordanie qui est aujourd'hui mise complètement à genoux. Vous l'avez très bien rappelé, à Jérusalem, Hayom à Yerushalayim, qui était la journée des drapeaux, où le quartier chrétien a été fracassé, les églises ont été vandalisées. Donc oui, alors il peut se féliciter, mais enfin, lui-même, il provoque pour les Israéliens, mais aussi pour les Palestiniens, ça va sans dire, il prend en otage l'avenir. Voilà. Bertrand Villemer, et je vais vous donner la parole, Stéphane Goldin, ce chiffre de 60% dit officiellement par le Premier ministre israélien hier. Il est crédible, mais on peut quand même se poser la question de la ressource, tant au niveau des hommes que du matériel, d'Israël, d'être sur 5 fronts. Ils sont sur 5 fronts. Ils sont sur la Syrie, sur la Cisjordanie, sur l'Iran, sur le Liban et sur Gaza. Les 5 à la fois. Je vous rappelle qu'il y a 3 semaines, le chef d'état-major des armées israéliens a dit que son armée était en cours d'effondrement et qu'il fallait lever 10 drapeaux rouges. Je cite. La trêve leur a profité. Et le deuxième point sur lequel je voudrais souligner, c'est qu'on est en plein dans le cycle d'une guerre éternelle. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est qu'ils sont en train de semer les graines de la vengeance. Et ça va durer des années et des années. Et il n'y a aucune raison que ça s'arrête maintenant. Je dirais même plus, ça va forcément repartir historiquement, ces conflits. Oui. Oui, Stéphane Goldin. Oui, plusieurs choses. Génocide, arrêtons avec cette terminologie. Même Karim Khan est revenu et a dit qu'il n'y avait pas de preuve de génocide. Et je voudrais savoir et connaître quel pays qui va introduire de l'aide humanitaire dans une zone. Il va y avoir 615 non, laissez-moi finir. Gallagher, laissez finir Stéphane Goldin. En nourrissant une population. En créant un génocide. Ça, c'est la première des choses, et je pense qu'il n'y a pas de volonté d'exterminer les personnes qui sont à l'intérieur. Sur les 60%, c'est exact. Oui, il y a une avancée des forces de Tsahal, et c'est vrai que la ligne jaune a été avancée tout simplement parce qu'il s'est produit que les forces du Hamas, des terroristes du Hamas, ont commencé aussi, elles, à se réveiller et à revenir sur la zone israélienne en tentant des attentats, en tentant aussi de capturer les soldats de Tsahal. Des attentats Concernant Jérusalem, je voudrais simplement Gaza.
Bon, Non, je concernant voudrais Jérusalem, ensuite on laisse Non, Gallagher simplement, répondre. il n'y a pas eu d'église fracassée, il n'y a pas eu. C'est vrai qu'il y a eu quelques échauffourées avec quelques extrémistes, mais attendons, arrêtons J'ai de les dire les vidéos, choses. j'ai les vidéos, on pourra les montrer à l'antenne. Non. Jérusalem est unifiée, c'est la capitale d'Israël. Oui, et elle le restera. selon l'occupation israélienne, selon le droit C'est pas une international occupation. et C'est pas selon une la occupation. la Je France. voudrais simplement rappeler une chose Moi, historique. j'aimerais bien que dès qu'on touche ce débat, vous ne soyez pas tous en Non, train mais- de parler en même temps. Ça, j'aimerais bien, oui. Je voudrais simplement rappeler Non. une chose. En 1967, Israël a été attaqué par 5 pays. Ces 5 pays ont perdu. Israël est rentré dans Jérusalem et a pris Jérusalem. Pas préoccupé. Non, pris Bon, Jérusalem. écoutez, parce qu'elle a été chacun attaquée. utilise le mot qu'il Donc, pense être c'est le pris. meilleur. J'utilise Maintenant, à un les moment termes donné, du Quai il faut dire d'Orsay. clairement les choses. International, Et l'histoire, c'est l'histoire. Bon. Et le droit international, c'est le droit international. Je suis désolée. Nous Stéphane. étions en train de commenter avant que le débat s'envenime. Non, le débat ne s'envenime Non, pas. mais non, mais non, mais non. J'exagère un petit peu. Mais que vous haussez un peu le ton, ça me semble. Enfin, c'est assez habituel. Nous parlions de Gaza. J'aimerais également dire un mot sur les frappes qui ont été lancées ce matin contre le Hezbollah. Parce qu'effectivement, les frappes ont été lancées ce matin contre le Hezbollah, donc par Israël, dans le sud du Liban, malgré la prolongation du cessez-le-feu. 100 cibles du Hezbollah au cours des dernières 24 heures ont été frappées. Aurélien Duchesne. Le Hezbollah aujourd'hui, si on parle de chiffres, c'est à peu près 20 000 combattants estimés autour de Naïm Qassem. Et il y a eu des attaques de la part du Hezbollah contre le nord d'Israël. Après, il y a deux choses aujourd'hui. Il y a d'un côté la volonté active du gouvernement de M. Nawaf Salam à Beyrouth de désarmer le Hezbollah. Et de l'autre côté, il y a l'impéritie de l'État libanais qui peut servir de prétexte au gouvernement israélien pour dire c'est nous qui ferons le boulot. Au prix, évidemment, de pertes civiles massives, il faut rappeler au sud Liban. Aurélien Duchesne, pardon, je vous coupe. Pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, Donald Trump qui est revenu de Chine et qui s'était très bien tenu en Chine et qui n'avait pas tweeté, il ne le pouvait pas d'ailleurs, tweet beaucoup depuis son retour. Voici ce qu'il vient de poster. C'était le calme avant la tempête. Donc, est-ce un message? Et qu'est-il en train d'essayer de nous dire? Il a également, je crois, posté autre chose concernant les forces Space Forces, qui sont les forces dont qu'il évoquait il y a une semaine, en disant qu'elles étaient celles qui surveillaient 24 heures sur 24 ce qui se passe en Iran. Gallagher Fenwick, c'est du Trump tout craché. Il a également posté une vidéo dans laquelle on le voit pianotant à un ordinateur et appuyant sur la touche Enter, comme par hasard, au moment où le laser du bateau américain touche un avion iranien. Ouais, donc, est-ce que ce sont des vidéos prémonitoires? Est-ce que c'est du wishful thinking de la part de Donald Trump? Non, mais ce qui est intéressant, alors que la vidéo il fait boum 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 bim, qui a été évidemment mémifié à souhait sur Internet et sur les réseaux, c'est que clairement on voit la scène qui mène à cela. C'est-à-dire qu'une aide de camp vient lui expliquer la manière dont les drones iraniens sont interceptés. Il adore ça et donc il ne peut pas s'empêcher de reproduire ou de caricaturer ça devant les caméras. Et ensuite il s'approprie ce moment lui-même pour effectivement, comme vous l'avez expliqué, Anne, intégrer ça dans sa communication. On est dans le champ informationnel et c'est sa manière de mettre la pression sur les Iraniens. Plus tard, vous avez raison, Gallagher, parce qu'on n'est pas à l'abri d'autres tweets ou de déclarations de Donald Trump ou d'une action militaire dans la soirée. Le blocus iranien à Hormuz, entre-temps, serait-il en train de s'assouplir, justement parce que les Iraniens mettent en place un nouveau protocole de transit? Certes, les grands pétroliers, les cargos sous pavillon chinois, japonais, pakistanais sont passés par Hormuz ces jours derniers, mais ils sont passés après s'être soumis aux règles de contrôle iraniens. Écoutons d'ailleurs ce qu'on a dit, comment cela a été présenté par un journaliste de la télévision d'État iranienne qui était en duplex, comme une bonne télévision se doit, du détroit d'Hermouz. Après le passage de navires en provenance de pays d'Asie de l'Est, notamment de Chine, du Japon et du Pakistan, nous avons reçu aujourd'hui des informations selon lesquelles des Européens ont entamé des négociations avec la marine des gardiens de la Révolution. Oui, Sophia Mara, donc effectivement, la nouvelle du jour, c'est que l'information aujourd'hui, c'est que plusieurs compagnies ou représentations d'États européens ont entamé des discussions, discrètes certes, avec Téhéran pour obtenir, elles aussi, leurs droits de passage.
Oui, alors tout a commencé concernant l'évolution, même très légère, de la situation sur le détroit, avec la déclaration du ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi, qui a déclaré que le détroit n'était pas fermé. Bon, c'est pas sa première déclaration dans ce sens. Non, les Iraniens ne cessent de le dire, mais de préciser aussitôt que cela ne concernait que les pays amis. N'est-ce pas ? Maintenant, nous apprenons, mais c'est Téhéran qui le dit, il faudrait attendre d'avoir une confirmation de la part d'une source crédible en Europe et indépendante pour dire que des négociations seraient en cours entre Téhéran et ces 10 pays européens pour arriver à un compromis et laisser passer les bâtiments européens et franchir le détroit d'Ormuz. Mais alors, la grande question qui revient, c'est évidemment qui paye ? Est-ce que des bateaux payent ? Est-ce que la Chine paye pour passer par ce détroit ? Voici ce qu'a dit Ebrahim Azizi sur X. Donc, il est le président de la commission parlementaire de la sécurité nationale en Iran, bien sûr. Seuls les navires commerciaux et les partenaires de coopération avec l'Iran bénéficieront de ce mécanisme pour la gestion du trafic dans le détroit d'Ormuz. Les droits nécessaires en contrepartie des services fournis seront perçus via ce mécanisme. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce trajet demeurera fermé aux acteurs du prétendu projet de liberté. Là, Sylvie Berlin, le projet de liberté, c'est évidemment le projet américain. La mission qui a d'ailleurs à laquelle qui n'a pas duré longtemps. Elle n'a duré que 24 heures. Oui, tout à fait. C'est-à-dire ceux qu'on appelle les pays inamicaux. Mais est-ce que la Chine paye, Sylvie ? Alors, je n'en sais rien, mais je pense que si elle paie un prix d'ami. Je ne pense pas qu'elle va payer $1 le baril. $1 le baril. C'est-à-dire au prix cher. Et si elle paye en yuan. C'est sûr, en plus. Et elle paye en yuan, sûrement, oui. Donc, puisque c'est ce que les Iraniens souhaitent. C'est du troc. Elle ne paiera pas en dollars de toute façon, puisque les BRICS ont décidé de dédollariser l'économie mondiale. Alors ça, c'est un point, mais bon, on ne le sait pas. Maintenant, sur les Européens, c'est sûrement pas les États européens eux-mêmes. Non. C'est éventuellement les propriétaires de bateaux. Des compagnies. Que CMA, CGM est quand même passé. Et on ne sait pas effectivement dans quelles conditions. Et par ailleurs, il peut y avoir effectivement des assureurs ou des propriétaires qui négocient, mais pas au nom des États. Non, mais le problème, c'est que l'Europe est prise en étau, puisque en Europe, le prix flambe, le prix du brut flambe, que la Chine, de l'autre côté, coopère pour faire passer ses navires, et que Donald Trump, lui, évidemment, les États-Unis, il y a une opposition catégorique, Bertrand Wilmer, des États-Unis à ce mécanisme. Le problème, c'est que le pétrole, il monte partout. Y compris aux États-Unis, d'ailleurs. Je crois qu'il est à plus de 4,5 $ le gallon. Oui, ça a augmenté partout. Donc, il monte partout. Donc, ça ne profite pas aux États-Unis. Je pense que, d'abord, ce n'est pas un blocus. C'est un barrage filtrant sur une partie de la frontière. Il y a toute la mer Caspienne qui s'ouvre, qui est une mer fermée. Et puis, il y a tous les pays riverains qui permettent d'utiliser, y compris des trains, pour livrer le pétrole. Augmenter la cadence, d'ailleurs. Moi, j'appelle ça un barrage filtrant un peu à la tête du client. Et puis après, il y a ce qu'on dit, et puis pratiquement, il y a ce qu'on fait. Je pense qu'il y a une grande distorsion entre les deux. Mais l'intérêt de l'Iran est de toute façon de faire croire que tout le monde paie, parce qu'ils veulent instaurer ce système pérenne. Mais est-ce que les Européens, Gallagher, sont en train d'essayer de négocier, disons, une voie médiane ? Oui, c'est possible. On sait qu'il y a des contacts qui sont... Ou des exceptions, parce qu'on doute quand même du fait que les États européens payent. Alors, plusieurs choses. La première, c'est que la diplomatie française, par exemple, communique sur le fait que le président français s'entretient avec son homologue iranien, Pezeshkian, même si le pouvoir de ce dernier reste quand même assez, honorifique et limité. Oui. C'est que Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, pareillement s'entretient avec Araghchi. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont en train de négocier le passage de navires pour le compte d'armateurs français ou non. C'est possible que ça fasse partie de la discussion à un moment ou que des pistes soient envisagées. En revanche, ce qui est évident, c'est que l'Iran, qui a découvert que son arme nucléaire, c'est sa géographie, se sert du détroit d'Ormuz pour faire exploser le champ économique, mais aussi le champ diplomatique, c'est-à-dire qu'ils s'en servent pour faire exploser le GCC, donc le Conseil de coopération du Golfe. On voit un détachement clair des Émirats arabes unis à ce stade, mais on voit aussi qu'à l'échelle mondiale, toutes celles et ceux qui ont des intérêts dans et autour du détroit d'Ormuz sont en train de penser d'abord à leurs intérêts et donc de se dire, vu l'état des lieux et le constat qu'ils dressent, il faut sans doute s'adresser
par réalisme pur, à ce régime iranien, qu'on l'aime ou non, parce que ça commence à durer. Donc vous dites, Gallagher, qu'il faut effectivement dialoguer. C'est pas moi qui le dis, mais c'est un constat que je fais. Oui. Mais c'est là où les Iraniens ont joué, et dans ce jeu d'échecs, un pion très intelligent. Oui. Parce que la question du détroit d'Ormuz, en le mettant au centre de la négociation, on redistribuait toutes les cartes dans cette affaire. Et du coup, toute la concentration qui devait se faire sur le territoire iranien a été rebougée sur le détroit d'Ormuz. Et du coup, aujourd'hui, toute la question est de savoir, d'ailleurs, s'il devait y avoir attaque, est-ce que cela se ferait par rapport au détroit d'Ormuz ou par rapport à l'intérieur de l'Iran. Maintenant, je ne suis pas sûr, et c'est là j'ai peut-être un différent avec Gallagher sur ce sujet, je ne suis pas sûr que les États européens, et la France plus particulièrement, aient intérêt aujourd'hui à aller discuter avec l'Iran, compte tenu de sa situation, compte tenu aussi de la situation qu'elle a par rapport aux Émirats arabes unis. Oui. Revenons sur la rencontre, le retour de Donald Trump de Chine. Vous savez que il a dit qu'il avait parlé de beaucoup de sujets avec le président Xi, notamment de Taïwan. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les seuls qui ne sont pas rassurés par cette fameuse rencontre Xi Jinping-Donald Trump, ce sont les 23 millions de Taïwanais, justement, puisque à Pékin, Donald Trump a semblé se ranger du côté de Xi Jinping concernant justement Taïwan. Écoutons ce que Donald Trump disait juste avant de quitter Pékin à ce propos. Le président Xi Jinping et moi avons beaucoup parlé de Taïwan. Nous avons parlé de Taïwan et de l'Iran et je pense que nous sommes d'accord sur chacun de ces sujets. À propos de Taïwan, il ne veut pas de guerre pour l'indépendance car ce serait très violent et je l'ai bien entendu à ce sujet. Alors là, ce qui pose ce problème, Sylvie Bermann, dans ce que dit Donald Trump, c'est que Donald Trump dit oui, une guerre, ça serait très violent, et Xi Jinping ne veut pas entendre parler de guerre d'indépendance. Oui, on le sait, mais que Donald Trump le répète. Oui, non, mais en fait, ça veut dire qu'il a pris, d'une part, aucun engagement, c'est-à-dire qu'il n'est pas allé non plus dans le sens des Chinois qui voulaient que les Américains s'oppose désormais à l'indépendance, à des déclarations d'indépendance de Taïwan. Mais il n'a pas pris d'engagement sur les armes, mais en même temps, il n'a pas répété le mantra américain on va défendre Taïwan. Oui. Et en réalité, pendant son premier mandat, il avait un jour montré le globe à ses généraux en disant regardez où est Taïwan, regardez où est Pékin et regardez où nous sommes. Donc en conclusion, nous n'irons pas. Donc moi je pense depuis le début de toute façon que les Américains n'iront pas mourir pour Taïwan. Au mieux, ils fourniront effectivement des armes comme ils l'ont fait au début en Ukraine et effectivement les Taïwanais ont des raisons d'être inquiets de la position américaine. Alors justement, ce qui est très inquiétant, c'est la question des armes, la question de la vente d'armes américaines à Taïwan, puisque depuis des mois, le gouvernement de Taïwan attend que Donald Trump signe un plan de 14 milliards de dollars qui comprend des missiles, des équipements anti-drones, des systèmes de défense aérienne, évidemment, pour fortifier l'île contre des menaces de Pékin, mais Donald Trump, une fois de plus, a surpris sur Fox, puisque, et voici ce qu'il a dit dans cette interview, à cet intervieweur de Fox. L'interview a eu lieu à Pékin. Vous attendez d'approuver une vente pour des milliards de dollars d'armes pour Taïwan? C'est exact. Est-ce que ça avance? Je ne l'ai pas encore approuvé. Nous allons voir ce qui se passera. Qu'est-ce que vous recherchez? Il se pourrait que je le fasse. Il se pourrait que je ne le fasse pas. Quel serait le facteur décisif? Je ne vais pas le dire, mais il se pourrait que je le fasse. Il se pourrait que je ne le fasse pas. Mais nous ne cherchons pas à avoir des guerres. Et si vous laissiez la situation telle qu'elle est, je pense que la Chine serait d'accord avec ça. Mais nous n'avons pas envie que quelqu'un dise « proclamons l'indépendance » parce que les États-Unis nous soutiennent. Oui, Aurélien Duchesne. Bon, il se pourrait que je le fasse, il se pourrait que je le fasse pas. Mais là, c'est la question très importante. C'est la question c'est un véritable levier. Donc, en fait, le soutien à Taïwan est-il devenu une monnaie d'échange, pour Donald Trump par rapport à la Chine? Déjà, Trump fait un usage assez étrange de l'ambiguïté stratégique. Normalement, la position américaine est de dire on ne reconnaît qu'une seule Chine. Dans les faits, on entretient des relations avec Taïwan. On a des élus qui s'y rendent et on a vendu pour des milliards d'euros de dollars cumulés d'armes. Là, ce que fait Trump, c'est que là, il fragilise la position américaine. Je rappelle par exemple que dans la Revue nationale stratégique, le document officiel des États-Unis pour la politique étrangère de l'administration Trump, on a
la défense du statu quo à tout prix, la question des valeurs, un mot comme démocratie, j'ai cherché sur le document, il n'apparaît plus dans le cas de Taïwan. Pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, la question de défendre les valeurs d'indépendance et de démocratie à Taïwan sont totalement mises sous le tapis. C'est une rupture historique et la Trump le confirme avec ses hésitations. Oui, oui, Gallagher. Non, j'allais dire simplement, si on se penche, Aurélien Duchesne mentionnait les ventes d'armes. Ce qui est intéressant, c'est quand même de se pencher sur les totaux. Sous la présidence Biden, il me semble que le total, c'est 5 milliards. Sous la présidence Obama, c'est 1,3 milliard. Sous la présidence Trump, qui n'est pas terminée, donc premier plus deuxième mandat, c'est 22,53 milliards de dollars. Donc, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne en parlant de rupture. Ce qui est clair, c'est que cette phrase, elle inquiète énormément. Elle inquiète, évidemment. Une réaction disant nous sommes indépendants, etc. Ça, je l'entends. Après, la vraie question, c'est est-ce que Trump est en train de renoncer à l'idée que les Américains se déploieraient en cas d'opération militaire chinoise. Au passage, il y a un vrai débat à avoir sur la manière dont les Chinois s'y prendraient pour étouffer Taïwan, économiquement ou par le droit ou par un blocus. Mais effectivement, Donald Trump est peut-être, et j'en termine par là, Anne, en coulisses, en train d'utiliser une certaine ambiguïté sur la question taïwanaise. Mais ça, c'est quand même un peu fort de café. Ce que pour les Taïwanais ne lui a pas donné sur le détroit d'Ormuz, sur le nucléaire, même de manière purement basique, sur les ventes qui étaient annoncées par Trump de Boeing, de Souja, de bœuf, d'engagement sur des créations de bureaux, des investissements, des droits de douane, etc. Le tableau paraît assez vide pour l'instant. Et écoutons ce qu'a dit la porte-parole, en réaction évidemment à ces propos, la porte-parole taïwanaise du bureau de la présidence. Il est bien connu que l'escalade continue des menaces militaires par la Chine est le seul facteur à l'origine de l'insécurité dans le détroit de Taïwan et dans la région Indo-Pacifique. Taïwan ne peut pas et ne sera pas une exception. Les ventes d'armes américaines à Taïwan sont non seulement explicitement prévues dans le Taiwan Relations Act, comme faisant partie de l'engagement des États-Unis en matière de sécurité envers Taïwan, mais elles constituent également un moyen de dissuasion collectif face aux menaces régionales. Oui, elle est formelle, Stéphane Goldin. Elle est formelle, mais on sent quand même du côté américain une certaine fragilité. Et cette fragilité, elle a été confirmée par d'autres propos de Donald Trump, d'ailleurs, il me semble, aujourd'hui. Parce qu'il y a une question aussi qui a été cruciale, qui a été abordée lors de cette réunion entre la Chine et les États-Unis. C'est la question des semi-conducteurs. Et les semi-conducteurs, c'est quelque chose de très important pour le monde entier. Ce sont des composants. Il n'y a que les Taïwanais, pour le moment, qui ont la possibilité, je dirais, de créer une machine européenne. Mais aujourd'hui, Donald Trump a laissé passer le message en disant que dans le fond, ce sont des composants qu'on pourrait très bien créer et faire chez nous. Donc on voit très bien qu'il y a tout doucement ce retrait très fragile, très léger, en tout cas très flou, en tout cas de la position américaine. Est-ce que c'est l'enjeu qui s'est joué lors de cette rencontre à Pékin? On le verra, parce que tout ça est aussi lié à une autre question, c'est la question russe. Oui. Et quelques heures avant de se mettre à tweeter, puisque je le rappelle pour celles et ceux qui nous rejoignent, à l'instant, Donald Trump vient de tweeter des propos très mystérieux, mais quand même relativement menaçants par rapport à la situation en Iran, menaçant de reprendre cette guerre. Il avait tweeté cette photo, une photo de lui et Xi Jinping, en disant que ça avait été un grand honneur d'être reçu par ce grand dirigeant. Sylvie Berman, il a tout de même dit, Donald Trump, que cette question de la vente d'armes américaines à Taïwan était, je le cite, un bon jeton de négociation pour nous autres Américains, dit Donald Trump. C'est quand même très irrespectueux pour les Taïwanais. Oui, absolument. Mais je crois qu'effectivement, d'ailleurs, les Taïwanais, il ne faut pas oublier qu'il leur a imposé des droits de douane aussi, et non pas comme si c'était un ami ou un allié, parce qu'ils considèrent que si les Taïwanais aujourd'hui ont cette usine performante de semi-conducteurs, TSMC, c'est parce qu'ils ont volé la technologie aux Américains. Donc, le Donald Trump n'a pas beaucoup d'estime en réalité pour Taïwan. La question des ventes d'armes, elle est récurrente depuis le début, quand les
les Américains ont reconnu la République populaire de Chine. Il y a eu un document qui a été adopté et il y a des limites qui ont été imposées effectivement aux ventes d'armes. Et dès que ça dépasse, les Chinois protestent effectivement. Et un dernier mot sur les semi-conducteurs. Les Américains ont imposé l'ouverture d'une usine TSMC au Texas, justement pour être en mesure de les fabriquer eux-mêmes. Il y a une usine aussi qui a été délocalisée au Vietnam et les Chinois sont en train de faire des progrès considérables dans la miniaturisation. Il n'est pas impossible que d'ici quelques mois, voire années, ils soient capables de finalement rejoindre le niveau des Taïwanais. Donc le problème se poserait de manière absolument différente. Oui, absolument, c'est une fissure dans ce que les Taïwanais appellent leur muraille de silicium. C'est-à-dire l'idée que leur dépendance entretenue du monde entier envers leur industrie des semi-conducteurs est leur principale garantie. La principale garantie, par exemple, que les Américains iraient les défendre en cas d'attaque. Sauf que la Chine agit à deux niveaux. Le premier, effectivement, c'est le fait de graver sur du 4 nanomètres, demain du 2 nanomètres de microprocesseurs, ce qu'aujourd'hui seuls les Taïwanais sont capables de faire. Et les Américains, depuis la présidence Biden, en réalité, sont en train d'investir massivement pour réduire leur autonomie par rapport à Taïwan. Et dans la dernière présidentielle taïwanaise, début 2024, certains du Parti démocrate progressiste au pouvoir disaient « Les Américains sont en train de créer les conditions de se sevrer de Taïwan et c'est une garantie en moins de leur défense. » Voilà une histoire d'espionnage comme on aime, complexe, à rebondissement, et en plus il s'agit d'une femme. Monica Witt, un officier américain du contre-espionnage dans l'armée de l'air américaine. En 2013, elle fait défection en Iran lors d'une mission. Elle est inculpée, bien évidemment, par la justice américaine en 2019 pour espionnage au profit de Téhéran. Bon, on peut se dire c'est de l'histoire ancienne, mais aujourd'hui, le FBI, d'où cette affiche Wanted par le FBI, vous voyez d'ailleurs cette Monica Witt, c'est la même femme, voilà, en 2013, et puis habillée en iranienne, et puis comme elle était en officier du contre-espionnage, eh bien aujourd'hui, le FBI pense qu'elle se trouve encore en Iran, dans la République islamique d'Iran, et surtout que depuis là-bas, depuis cette République islamique d'Iran, eh bien, elle continue à soutenir les cyberopérations et les activités malveillantes du gouvernement iranien contre des intérêts américains. Le FBI offre d'ailleurs une récompense pour cette femme de $200 000, Gallagher Fenwick. Et cette annonce survient quand même lorsque les tensions géopolitiques, on ne cesse d'en parler sur ce plateau, entre les États-Unis et l'Iran sont à leur comble. Non, oui, après, ce qui est intéressant, c'est que cette annonce, elle intervient quand même 13 ans après qu'elle ait fait défection, puisque si ma mémoire est bonne, ça date de 2013, cette affaire. Tout à fait. Donc, elle a effectivement fait partie du contre-espionnage, et à l'époque, elle avait accès à un certain nombre de documents classifiés. Donc, elle a pu partager avec le régime iranien ou ses services certaines informations qui ont pu à l'époque lui être d'une certaine utilité. 13 ans plus tard, je doute que cette prise, si vous voulez, soit d'une grande utilité, mais je crois que sa valeur symbolique, en revanche, reste effectivement très élevée, d'où cette mise à prix, $200 000. Alors, 200 000, pour les Américains, si je peux me permettre. Je suis pas sûr que ça soit une grosse somme. Voilà, c'est ça. J'ai pas l'impression que la récompense soit énorme. Non, mais vous le disiez en introduisant cette séquence, et je pense que c'est une judicieuse manière de le faire, que ça reste quand même une histoire de série, de film. Ça a une qualité, j'allais dire, romanesque, quoi qu'on pense de ses choix, etc. Bon, tout de même, attendez, je vais vous faire tous réagir, mais tout de même, je vous lis cette réaction d'un agent spécial responsable du contre-espionnage et du cyberespace au FBI à Washington aujourd'hui. Voici ce qu'il écrit. Le FBI n'a pas oublié. Là, vous disiez c'était il y a longtemps, Gallagher, mais je pense que le FBI, effectivement, n'a pas oublié. Jamais. Et pense qu'à ce moment critique de l'histoire de l'Iran, il y a quelqu'un qui sait quelque chose sur l'endroit où elle se trouve. Sophia Bara, vous vouliez intervenir ?
Oui, le FBI n'oublie jamais, d'abord. Et puis, symboliquement, évidemment, de récupérer cette femme et de l'entendre et de la juger, éventuellement, sachant qu'elle a quand même communiqué des informations qui ont pu mettre en péril, en danger, la vie de ses collègues, c'est-à-dire d'agents du contre-espionnage américain. Et donc ça, c'est quand même incroyable. Deuxième point que je tiens à souligner ici, c'est que quand on sait qu'en Iran, tous les jours, des jeunes sont pendus pour intelligence présumée avec Israël ou avec les États-Unis, récupérer cette femme, ce serait symboliquement très fort pour Washington. Bertrand Wilmer, qu'a-t-elle pu révéler d'important ? C'est la question. Je crois qu'on est en train de spéculer là, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors non, on a des informations. L'existence d'un programme de collecte de renseignements hautement classifiés, l'identité, alors ça c'est le pire, l'identité d'un officier du renseignement américain. Donc évidemment, si elle révèle son identité, elle met sa vie en danger. Il y a un point important, c'est que la direction du renseignement militaire américain a sorti une note en disant que la guerre était perdue. Je pense que vous l'avez tous constaté. Alors je pense qu'ils n'ont pas été très félicités de cette note, et peut-être que c'est une des conséquences. Stéphane Goldin, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre comment fonctionne là le FBI ? D'abord, comment cette femme peut-être a basculé ? Est-ce que c'est du jour au lendemain qu'elle a basculé pour l'Iran ? Voilà. Alors, elle parlait farsi, elle a été en mission, elle a été, si je comprends bien, invitée à des conférences. Et puis, ou alors est-ce qu'elle a été ciblée, c'est-à-dire recrutée méthodiquement par les gardiens de la Révolution ? Elle s'est convertie à l'islam en 2012. Elle est partie lors d'une réunion. En 2013, elle est partie. Non, elle est partie. Elle s'est convertie. J'ai bien entendu ce que vous venez de dire. Elle est partie en 2013 lors d'une réunion où elle rencontrait d'ailleurs les gardiens de la Révolution. C'était une réunion qui se passait en Iran, à Téhéran. Là, c'est vrai. C'est-à-dire que si elle va dans des conférences qui sont anti-occidentales, ça devient un peu compliqué. Voilà, là, ça devient beaucoup plus compliqué, mais il faut se rappeler quand même qu'elle était entre 2003 et 2008. En service auprès du service de sécurité, du service de renseignement de l'armée anglaise et du contre-espionnage américain. Donc elle avait énormément de données qu'elle a pu transmettre aux Iraniens. La question est de savoir pourquoi elle n'a pas été retournée, pour dire clairement les choses, par les Américains. Parce que si elle avait fait ce travail, les Américains auraient très bien pu la retourner et en faire un agent double, ce qu'on appelle... oui, bon alors pourquoi ça n'a pas été fait ? Ça n'a pas été fait parce que je pense que cette femme avait des idées bien tranchées. Elle voulait servir un pays qui s'appelait la République islamique et le travail n'a peut-être pas été fait. Maintenant, il faut comprendre que la vengeance est un plat qui se mange froid dans tous les surtout services dans les de renseignement. Et donc, à un moment donné, ce qui va se passer, les 200 000 $, vous avez raison. Ça vous paraît beaucoup ? Non, ça peut vous paraître très peu aux États-Unis, mais c'est beaucoup d'argent en Iran. C'est beaucoup d'argent en Iran, et il faut savoir qu'il y a énormément de personnes en Iran qui sont prêts aussi à défier le pouvoir, et quand il y a une somme de 200 000 $, on peut peut-être faire quelquefois l'effort. Et toute donc la question cette somme, c'est pour pousser des intermédiaires, des transfuges, d'après tous les renseignements, à la dénoncer finalement. La logique des choses, cette femme est toujours sur le territoire iranien et elle n'a aucun intérêt de sortir son nez au-delà des frontières de la République islamique. Maintenant, c'est vrai que s'il y a une information, c'est vrai qu'il peut y avoir évidemment localisation ou enlèvement ou élimination, pour dire clairement les choses. Et c'est vrai que derrière tout ça, il y aura un acte fort des Américains, psychologique, sur le pouvoir iranien, avec évidemment tout ce que cela peut engendrer derrière. Mais la question est de savoir quelle est la nature des renseignements qu'elle a pu donner, quels sont, je dirais, les dégâts qu'elle a pu faire, des dégâts, je dirais, directs et, je dirais, indirects. Et aujourd'hui, il va de soi que le temps a passé, mais c'est vrai qu'elle a pu distribuer aussi un nombre de noms de personnes qui sont toujours, à l'heure où l'on parle, en activité. Oui, Sophia. Oui, ce qui est étonnant, c'est que puisque le Mossad et les renseignements américains, peut-être un peu moins, sont infiltrés jusqu'au plus haut du pouvoir iranien, à tel point qu'ils ont pu, dès les premières secondes de l'offensive lancée le 28 février dernier, vous me direz que peut-être c'est parce que c'est une cible de moindre importance, mais comment ont-ils pu, je parle des Américains, mais peut-être aussi des Israéliens, ont-ils pu avoir des informations sur elle ? Maintenant, on ne sait pas, mais il y a fort à parier que les Iraniens, elle n'a pas beaucoup d'informations, en tout cas sur les Iraniens, parce que les Iraniens ont tendance à dire, et au Moyen-Orient on dit toujours, si vous avez vendu une fois, eh bien vous pourrez vendre une deuxième fois. Donc les Iraniens ont pris ce qu'ils ont voulu d'elle, mais il y a fort à parier qu'ils ne lui ont
Rien donné. Il est probable que c'est vrai, effectivement, elle a très peu d'informations sur les Iraniens parce qu'elle est partie travailler pour les Iraniens et les Iraniens n'avaient aucun intérêt à lui donner beaucoup trop d'informations pour, justement, si elle devait être un agent double, les transmettre à l'extérieur. Toujours est-il que derrière tout ça, il y a une guerre psychologique, il y a ce qu'on appelle l'honneur, entre guillemets, et comme je le disais auparavant, la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais l'honneur, ça compte. Et l'honneur est quelque chose de très important. Fini l'heure des compromis, justement, qui inciterait l'Iran à réouvrir Hormuz et permettrait à Donald Trump de crier victoire et essayer de convaincre les électeurs américains sceptiques que l'incursion militaire en Iran est un succès. Ce soir, Donald Trump, justement, il a la possibilité de reprendre son opération militaire sous un autre nom, sans aucun doute. Et énormément de rumeurs vont dans ce sens, notamment de la part des médias israéliens qui sont très informés et qui le disent depuis hier. Et voilà que Donald Trump, il y a 2 heures exactement, a posté sur son réseau Truth Social ceci. Okay, we have it in our say. Fire. Boom. Bon, ça peut vous paraître un peu anecdotique. Effectivement, c'est avec de l'intelligence artificielle, bien sûr. Mais c'est quand même Donald Trump, le président des États-Unis, qui se poste lui-même dans l'écran, le côté droit, en bas à droite de l'écran, en train de tapoter sur un ordinateur, qui agit sur un bateau américain qui est capable de lancer un laser sur un avion iranien. Oui, c'est évident. Il chantonne. Et il chantonne, oui, il dit baba, et ensuite il dit feu. Il dit feu. Hein. Mais il faut se souvenir, je ne sais plus si c'est Rumsfeld, si c'est McCain ou autre, qui chantonnait Bom Bom Iran sur le même, oui, d'accord. ton. J'avais oublié ça. Effectivement, plusieurs années, parce qu'il y a eu des vrais débats à Washington, et certains étaient effectivement favorables aux frappes en Iran. Donc, dont Rumsfeld, bien évidemment. Dont Rumsfeld aussi, bien sûr. Il revient, il a rongé son frein pendant 2 jours parce qu'il ne pouvait pas communiquer. Donc voilà. Là, effectivement. On dirait qu'il se lâche, pardon, mais parce qu'attendez, c'est pas fini, Sylvie. Donc après ce post court, il a posté ceci. Ce n'est pas une vidéo, c'est une image. Le calme après la tempête. Donc, faisait-il référence justement, oui, le calme avant la tempête. Donc, faisait-il référence à cette vidéo qu'il vient de poster, Aurélien Duchesne? Oui, enfin. Là, c'est quand même pas très difficile à comprendre. Hein. Oui, enfin, l'épique tempête qui a duré 40 jours et quelques dizaines de milliers de tonnes de bombes guidées n'aura pas produit de grands effets stratégiques. Alors, feu, boum, n'est pas une stratégie en soi. À la rigueur, il y a quelque chose d'intéressant dans la vidéo, c'est plutôt les moyens. C'est-à-dire que ce qu'on voit à bord de ce navire et qu'a voulu montrer Trump, puisqu'on en est maintenant à faire une espèce de philologie des tweets de Trump, c'est de la philosophie derrière, c'est plutôt celle des moyens. Oui. Les Américains ont des systèmes aujourd'hui, laser, énergie dirigée comme les Helios par exemple, qui pourraient abattre plus efficacement et à moindre coût les drones. Les Israéliens développent le Iron Beam par exemple, qui est une technologie similaire. La seule chose à mon sens intéressante là-dedans, c'est est-ce que les Américains, pour parfaire leur lutte anti-drone et ne pas refaire les erreurs des 40 précédents jours, d'abattre des milliers de drones avec des missiles à $1 million la pièce, vont plutôt utiliser ça. Et également, on a eu droit tout à l'heure, parce que tous ces tweets arrivent en même temps par salve de Donald Trump. Space Force, vous voyez celui-là. Donald Trump se trouve dans une espèce de salle de contrôle. Il appuie sur... Ça ressemble encore à des lasers, hein, il aime beaucoup ça. C'est les technologies ce qui montre la toute-puissance américaine selon Donald Trump. Et surtout, Space Force. Space Force, qu'est-ce que ça veut dire? Space Force, c'est Gallagher, cette force à laquelle faisait référence la semaine dernière Donald Trump, non pas avec un tweet mais avec des mots cette fois-ci, pour nous dire que c'était une force qui gardait un œil permanent 24 heures sur 24 sur ce qui se passe en Iran et notamment l'uranium. Non, bien sûr. Alors Aurélien Duchesne parlait de philologie, on peut aussi faire de la sémiologie. Oui, mais faisons les deux. Allons-y, ne nous privons pas. De l'image. En l'occurrence, il y a une espèce de marvelisation de la guerre, vous savez, c'est cartoonisation, etc. Et c'est intéressant, Donald Trump ces derniers temps et de tous les côtés, hein. Beaucoup focalisé sur les moyens américains, navals des Américains. Ce qui est peut-être le signe de ce sur quoi il mise pour essayer de débloquer une ou des situations qui l'enquiquinent énormément. Space Force, là en l'occurrence, si vous y faisiez référence, c'est cette idée que les Américains ont à la fois le contrôle des mers,
pense-t-il, mais celui, peut-être de manière plus importante, de l'espace, qui est un des champs de la conflictualité et qui leur permet à la fois le ciblage, mais surtout la surveillance, et notamment des sites nucléaires, afin, comme le dit Donald Trump, de pouvoir identifier l'identité même de personnes qui s'approcheraient des sites Natanz, Ispahan, Fordo, le Mont de la Pioche, etc., pour, dit-il, empêcher tout mouvement à l'intérieur, autour ou dans ces sites qui contiendraient, j'emploie le conditionnel, la matière fissile, à la fois enrichie au-delà de 60%, mais aussi, ne l'oublions pas, celle qui est enrichie au-delà de 20%, qu'on a tendance à oublier, et qui, selon les rapports de l'AIEA de l'année dernière, donc 2025, se compte pareillement en centaines de kilos. Bertrand Wilmer ? Moi, j'entends les interprétations qui peuvent être faites, mais moi, je trouve que c'est puéril et pitoyable. De la part du président américain ? Ah oui, on est en face du président des États-Unis qui fait boum, 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 boum en jouant à la guerre. Mais c'est absolument pitoyable. C'est-à-dire, selon vous, il devrait se taire ? Ben non, mais il devrait... C'est-à-dire ne pas poster ? Ben, il pourrait s'exprimer de façon normale et pas en faisant un espèce de jeu vidéo de la guerre. D'ailleurs, il faut s'attendre au retour, enfin, avec la vidéo aussi des Iraniens dans quelques heures. Oui, on va avoir des vidéos iraniennes, ça c'est sûr, bien évidemment. Quand je vous disais que c'était de part et d'autre. Sylvie ? Non mais je suis d'accord, mais fait ça depuis le début. C'est Trump, donc. Non, pas en même temps. Non, mais c'est Trump. On peut dire que c'est pas dit. Oui, on peut le déplorer, mais c'est Trump. Mais c'est comme ça. Et c'est comme ça, pas depuis le début de la guerre en Iran. C'est comme ça depuis même avant sa prise de fonction. Il faut donc le prendre comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Mais non, moi, oui, Sophia. Je pense, vous disiez effectivement, les Iraniens font pareil, mais les États-Unis ne sont pas l'Iran. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est plus que pitoyable, c'est effarant, c'est effrayant. C'est catastrophique de voir qu'un tel homme est à la tête de la première puissance mondiale et qu'il a le bouton du nucléaire. Donc non seulement il s'engage dans une guerre qui touche le monde entier, il n'est pas capable de la gagner et il nous fait boum boum boum. Et ensuite, quand le reste du monde ne veut pas l'accompagner, il se fait menaçant. Donc voilà un homme qui semble complètement vivre dans un univers parallèle. Je vous rappelle qu'il a été capable de succès. Lorsqu'il a débarrassé le monde du chef de l'État islamique, il l'a fait en silence, pas lui, enfin ses militaires, et ça s'est fait, et il est venu l'annoncer de manière un peu comique, mais il a parlé après. On parle après, parce qu'à force de crier au loup, plus personne vous écoute, et plus personne ne vous prend au sérieux, déjà. Et derrière tout ça, il y a des pays du Golfe qui sont en train de prendre des bombes, Israël qui est en train de prendre des bombes, et il y a un peuple iranien qui attend sans perspective et sans lendemain. Et deuxième point, extrêmement important, Trump a été capable aussi de succès. Par exemple, avec le Reaper, il a débarrassé le monde de Soleimani, Qassem Soleimani, d'une frappe en janvier 2020 vers l'aéroport de Bagdad. Mais tout ça, ça s'est fait en silence. Quand on veut être efficace et qu'on le fait, dans le fait militaire, surtout, la discrétion s'impose, c'est le ça, b.a.-ba. Les militaires le savent. C'est pour ça, je pense que Bertrand Wilmer, vous êtes complètement outré. J'ai bien compris. Stéphane Goldin, vous êtes militaire, vous également, êtes-vous outré ? Oui, complètement. Je vais complètement dans le sens de ce que vient de dire Sophia et Bertrand Wilmer. Écoutez, à un moment donné, vous savez, toute opération réussie, en général, on la tait avant. On en parle après. Et en général, quand elle a franchement réussi, quand c'est des opérations spéciales, on n'en parle même pas. C'est en général quand elles ont raté qu'on en parle, malheureusement. Mais toujours est-il que là, nous sommes quand même dans une guerre. C'est vrai qu'il y a eu des succès, et à chaque fois qu'il y a eu un succès, ça a été annoncé après. Là, on a l'impression de faire de la surenchère médiatique avec une guerre psychologique qui ne prend plus. Elle ne prend plus cette guerre psychologique parce que tout le monde a compris ce jeu. Donc maintenant, il va falloir passer à une vitesse supérieure où on va jusqu'au bout et on lance une aviation, on lance un bombardement, enfin on lance une attaque, ou alors on s'arrête, on dit clairement c'est fini, on est arrivé au bout de ce que l'on souhaitait. Enfin, on pourrait se dire après tout ça pour ça serait un peu dommage. Donald Trump, selon des médias israéliens, dispose d'une fenêtre de 24 heures pour prendre sa décision finale, justement, pour une nouvelle option militaire. Et vous voyez des nouvelles images qui ont été publiées par le CENTCOM, qui sont des images de ces KC-135, ces avions ravitailleurs. Bertrand Wilmer, vous êtes ancien pilote de chasse. Quand les avions ravitailleurs arrivent quelque part, Top Gun, oui, c'est ça. C'est bien qu'il s'entraîne parce que potentiellement il va se passer quelque chose.
Ne me dites pas le contraire, s'il vous plaît. C'est prémonitoire. Les AWACS aussi, surtout d'ailleurs. Ah d'accord, plus encore les AWACS. Ah oui. Alors expliquez-nous, alors le rôle des KC-135, le rôle des AWACS. Le KC-135, c'est une station-service qui vole. Alors pourquoi est-ce que les Américains ont besoin d'une station-service? Parce qu'ils peuvent, selon leur plan, ils peuvent pouvoir intervenir dans le monde entier. Et puisqu'ils n'ont pas des bases partout en nombre suffisant et en volume suffisant pour intervenir partout dans le monde entier, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont 350 à 400 avions ravitailleurs, ce qui est énorme. 400 avions ravitailleurs pour pouvoir ravitailler. Ils en ont donc énormément. Voilà, ils en ont beaucoup de façon à pouvoir déplacer toute une armada aérienne avec ces avions-là. Ils ravitaillent en vol. Ça, c'est la première chose. Et les AWACS, qu'est-ce que c'est? C'est un radar qui est en altitude sur le dos d'un gros appareil. Et ce radar permet de voir ce qui se passe au sol. Et il peut repérer, identifier et organiser les opérations aériennes. Et c'est extrêmement important parce que s'il n'y a pas d'AWACS, il y a beaucoup de tirs fratricides. Il faut savoir que pendant la Première Guerre mondiale, il y avait autant de tirs amis que de tirs fratricides. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc ça a progressé depuis. Hein. Bon. Donc là, avec l'AWACS, il y a une identification, une organisation des opérations, surtout par couche, lorsqu'on fait une manœuvre aérienne. Mais pour en venir à ça, et à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on voit ça, quand on voit la façon dont Trump réagit, qui peut croire qu'il va tenir sa parole? Qui peut croire qu'il ne va pas trahir Taïwan? Qui peut croire qu'il ne va pas trahir l'article 5 de l'OTAN? Maintenant, tout le monde est d'accord pour autant de dire que, surtout, ne comptons pas sur Trump. Donc, pour paraphraser un peu ce qui s'est passé dans les politiques intérieures françaises, il est doué, il est très doué pour trahir. Vous vous méfiez beaucoup de Donald Trump? Ah oui, complet. Oui, ça, on a bien compris. Je pense qu'il n'est pas sérieux. Revenons à ces avions ravitailleurs, parce que là, on est dans le fait, dans le concret. Donc, le CENTCOM communique sur ces avions. Là, vous voyez l'aéroport de Ben Gurion, donc en Israël, qui me semble, dites-moi si je me trompe, saturé d'avions ravitailleurs, mais vous dites qu'ils en ont 400. Donc, il faut effectivement qu'ils puissent être... Les mettre quelque part, voilà. C'est ce qui s'est passé en Arabie Saoudite. Ils en ont mis un peu trop et ils en ont perdu de... Ils en ont perdu, oui. Vous êtes taquin ce soir, hein, Bertrand Wilmer. Oui, il est en forme. Stéphane Goldin. Oui, alors il y en a sur l'aéroport Ben Gurion, il n'y en a pas que sur l'aéroport Ben Gurion. Alors il y a aussi l'aéroport d'Eilat. L'aéroport d'Eilat aussi, où il me semble qu'ils en ont mis 7. Justement, on va avoir les images tout de suite. Si les chiffres sont bons. Voilà. Et je pense qu'il y en a d'autres aussi qui se situent dans d'autres bases. Donc comme le disait Bertrand Wilmer, ces avions ravitailleurs montrent d'abord comme... Voilà, ils sont très importants, évidemment, pour toute flotte aérienne qui va attaquer et qui est prête à passer, je dirais, à une phase action. Donc, pour le moment, tout le monde est sur les starting blocks. Et tout le monde attend Donald Trump et l'ordre qu'il donnera ou pas de commencer, ou en tout cas de recommencer. Et tout le monde est actuellement dans cette attente. Que cela soit du côté américain, que ça soit du côté iranien aussi, que ça soit du côté israélien. Oui, donc Bertrand Wilmer, vous pouvez être méfiant autant que vous voulez de Donald Trump, mais enfin tout le monde attend effectivement la décision de Donald Trump. C'est quand même Donald Trump qui est l'homme qui dirige l'armée la plus puissante au monde, qui est aujourd'hui celui dont on attend les décisions. Oui, mais les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Alors justement, attendez, n'allons pas trop vite. Justement, moi j'aimerais essayer de comprendre comment ça se passerait éventuellement toute nouvelle attaque américaine ou américano-israélienne. Elle reprendrait où? Elle reprendrait là où on a laissé les choses, c'est-à-dire là où ça s'était arrêté le 7 avril. Elle reprendrait comment? Alors il y a plusieurs possibilités. Est-ce qu'il y aurait, par exemple, prenons la première possibilité, des raids de bombardement plus agressif sur cibles militaires et sur infrastructures iraniennes? Alors, les plans de ciblage, c'est par nature politique. C'est-à-dire que les plans de ciblage, ils sont validés par le pouvoir politique. Donc les militaires établissent des listes et les politiques décident. Et est-ce que, par exemple, le bombardement qui a eu lieu sur le pont qui relie Téhéran avec une ville du Nord dont j'ai oublié le nom. Oui, j'allais vous en parler de ce pont. Trump l'a mentionné d'ailleurs quand il était en Chine, en disant que... Le pont de Karaj, voilà, qui était en construction. Il n'était pas très content, et donc il avait détruit une structure civile. Ça voulait dire que c'est un peu exceptionnel. Donc ils peuvent très bien décider de détruire... plus de ponts, plus de centrales électriques et plus d'éléments qui permettent aux Iraniens moyens de vivre. Ou alors ils peuvent continuer à cibler des objectifs militaires parce qu'ils ne les ont pas tous traités, c'est très clair. Oui.
Stéphane Goldin, donc c'est effectivement si ce sont des raids de bombardement, est-ce qu'ils seront plus agressifs que ce qui s'est produit? C'est-à-dire, est-ce que vous dites souvent, vous les Israéliens, qu'il faut finir le travail, que le travail n'a pas été terminé jusqu'au bout, qu'il a été interrompu? Oui, il a été interrompu. Comme je le disais auparavant, je pense que la trêve a permis de définir de nouvelles banques de cibles, grâce au renseignement. Oui, et tout le monde le fait. Ça, c'est classique. Et donc, concrètement, cette banque de cibles... D'accord, mais si ce sont les politiques qui décident? C'est les politiques qui décideront, mais les politiques, pour le moment, attendent la décision de Donald Trump. Alors c'est vrai qu'il y a des banques de cibles qui sont, je dirais, dans les sacoches, avec probablement des cibles stratégiques, des cibles économiques aussi. Et toute la question n'est pas celle-ci. Parce que oui, il y aura des raids. Oui, il y aura des raids probablement plus forts si il y a un feu vert américain. Mais après, est-ce que ça servira? Est-ce que ça pourra, je dirais, amener la chute du régime? Moi, à titre personnel, je pense que ça ne suffira pas. Et il faudra passer à une autre phase, et cette phase passera par des opérations ciblées, avec des opérations au sol, par des unités spéciales. Voilà, on va y venir tout de suite. Oui, Aurélien Duchesne. Parce qu'on regarde aujourd'hui les frappes que veulent faire les Américains. Matraquer les infrastructures civiles, ça se fait pas n'importe comment. Quand Trump parle d'aller détruire les centrales électriques et les ponts, c'est juste une violation de ce qui est accessoirement l'article 52, alinéa 2 des protocoles aux conventions de Genève. On ne frappe pas les infrastructures n'importe comment. Bon. Et la deuxième chose, en termes de cibles militaires, s'ils veulent aller détruire ce qu'il reste de lanceurs, par exemple iraniens, il faudra changer de tactique, faire du ciblage, ce qu'on appelle du ciblage dynamique. C'est ce qui a un peu fait défaut. Les Américains ont frappé des cibles qu'ils connaissaient, mais pas assez des cibles en mouvement. Et c'est ça ce qui a manqué pour détruire le potentiel militaire iranien. Bon, étant donné que vous me parlez tous de ce fameux pont qui a été évoqué par Donald Trump, écoutons Donald Trump qui s'est souvenu quand il était dans Air Force One en train de rentrer de Chine. Je vous rappelle que le voyage est long, qu'il a parlé avec des journalistes, qui lui ont posé des questions et qu'il a évoqué ce pont, même presque pour regretter d'en avoir touché qu'un seul. 85% de leurs usines de fabrication de missiles sont détruites. Nous avons tout anéanti. En revanche, nous n'avons détruit qu'un seul pont, parce qu'ils se sont mal comportés. Si on le voulait, on pourrait détruire tous les ponts et toutes leurs infrastructures électriques en 2 jours. Gallagher, nous n'avons détruit qu'un seul pont. Donc ce fameux pont auquel nous faisions allusion en banlieue de Téhéran, qui était en construction, parce qu'ils se sont mal comportés. Nous aurions pu en détruire beaucoup plus. On a été gentils en gros, dit Donald Trump. Non, oui, c'est une manière de reformuler la menace qu'il a déjà formulée, celle de potentiels crimes de guerre qui viseraient à cibler de l'infrastructure dite à usage dual, mais sachant que, et c'est le sens du protocole additionnel que citait Aurélien Duchesne, il faut démontrer à la fois l'utilité militaire, immédiate. Ça il faut le prouver, immédiate. Voilà. Il faut que l'ennemi l'ait utilisé, et quand bien même vous parvenez à le faire, il y a une proportionnalité qui est attendue, sachant que dans le cas de ce pont, vous voyez les grues à côté, ce pont n'était même pas terminé. Donc autant dire que vous pouvez facilement prouver que l'ennemi ne s'en servait pas, n'avait pas moyen de s'en servir. Qui plus est, me semble-t-il, jusqu'ici, pour avoir un petit peu observé sur LCI cette guerre depuis quelques semaines, j'ai pas vu de grands déplacements de troupes iraniennes par non, on n'a pas vu ça, effectivement. C'est pas exactement la configuration à laquelle on assiste pour le moment. Donc, je pense que ce genre de phrase exprime davantage une frustration de la part de Donald Trump, qui essaye d'obtenir par la négociation ce qu'il n'a pas réussi à obtenir par les armes, à savoir la capitulation, et donc, un petit peu comme une mouche qui s'entête, à défaut de taper fort, il va essayer de parvenir à ses fins en tapant encore plus fort, et va obtenir le même résultat, c'est-à-dire un régime qui va encore se durcir, et ce qui veut dire qu'il va revenir in fine à un cycle de négociation, et à chaque fois, avec chaque semaine qui passe, cette négociation va devenir de plus en plus dure pour les Américains. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça va pas être facile. Si Trump arrête le cessez-le-feu, le rond, de toute façon. Oui, le viol, le rond, le cesse. Je sais pas, le cessez-le-feu, normalement, s'il y a des anicroches, c'est un peu normal. Mais ça, s'il l'arrête, franchement, c'est un double constat d'échec. Ça, c'est clair. C'est un constat d'échec, parce que tout ce qui a été fait avant n'a servi à rien. Et les discussions diplomatiques. Et si l'action militaire qu'il engage mène à la récupération de l'uranium ? Comment ? Alors, justement, j'allais y venir. Une possibilité, c'est quand même, Bertrand Villemer, le déploiement de troupes de forces spéciales au sol.
pour justement récupérer le matériel nucléaire enfoui sous terre en Iran. Alors, vous me dites qu'effectivement, non mais j'ai l'impression de parler que c'est moi la militaire et vous le civil, ça m'amuse beaucoup. Mais la possibilité d'opération spéciale, elle existe. Tout le monde sait que, et d'ailleurs je pense que Stéphane Goldin va nous le confirmer, qu'il y a des forces spéciales, notamment, enfin israéliennes, qui sont sur place depuis un certain temps, enfin américaines, depuis le mois de mars. Donc elles sont prêtes. Elles sont prêtes. Je vous pose la question. Ensuite, je vais la poser à Stéphane Goldin. Qu'est-ce qu'ils font, ceux qui sont... ils se tiennent prêts à agir? Ils se tiennent prêts à agir, mais le problème, c'est que quels renseignements ils ont? Ils en sont sûrs? Ils en sont sûrs de ce qu'ils ont? Non, mais vous posez des drôles de questions. Des 400 kilos, il y en avait la moitié, d'après la dernière déclaration du patron de l'AEA, il y en aurait la moitié à Ispahan et l'autre moitié à... Mais vous, Bertrand Wilmer, qu'est-ce que vous préconisez? C'est-à-dire ne pas agir, ne rien faire? Moi, je pense que Trump ne veut pas la guerre. Trump, il veut pas de troupes au sol, parce que la guerre, c'est des morts. Donc ça, on est d'accord. Oui, il veut pas de problème. Il veut pas de troupes au sol. Sur la récupération des F-15, il a quand même eu pas mal de chance, parce qu'il a quand même laissé 2 Hercules pour des problèmes de renseignement. Parce qu'ils avaient une piste qui pouvait se poser, mais pas décoller. C'était un peu bizarre. Et puis, 2 Hercules. D'accord, donc. Et 2 hélicoptères, quand même. Juste cette opération. Avec des problèmes de fuite, pour le coup. Donc, comment Donald Trump peut-il s'en tirer en étant victorieux, selon vous? Sans reprendre. À mon avis, pour se sortir de ce bourbier, parce qu'il est dans un bourbier, il faut jouer la carte diplomatique et puis trouver un accord à 5, 10, 15, 20 ans avec les Iraniens concernant l'évolution du programme nucléaire. D'accord. Bon, je vais me tourner vers vous, Stéphane Goldin, puisque vous avez commandé un certain nombre, j'imagine, d'opérations spéciales et de commandos de forces spéciales variés. Donc, non, pas variés. Enfin, non, peut-être tous les mêmes, pas variés. Non, enfin, pour Salle, évidemment, pour Salle, pardon. Mais donc, qu'est-ce que vous feriez? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui en Iran si on envoie des forces spéciales? C'est avec la certitude, avec du renseignement bien évidemment, d'aller récupérer ce nucléaire, ou alors ça peut être autre chose? Ça peut être plusieurs choses. Ça ne peut pas être que le nucléaire. Ça ne peut être pas que le nucléaire. Une force spéciale, d'abord, elle se base sur énormément de renseignements. Ce renseignement doit arriver en temps T et il évolue au fur et à mesure. Dans le fond, c'est quoi une force spéciale? Une force spéciale, ce sont des soldats qui s'adaptent à la minute près au terrain, à une situation donnée, qui connaissent la topographie, la sociologie, la socialisation des gens qu'ils pourraient rencontrer, qui se fondent sur le terrain. Et c'est souvent de petites unités, en tout cas pour Tsahal, qui interviennent avec aussi autour un cordon, ce qu'on dit, un cordon sécuritaire, un cordon sanitaire, d'autres soldats pour justement aider en soutien pour être derrière. Non mais là justement le problème c'est qu'il faudrait beaucoup en soutien. Non, il faudrait pas beaucoup. Il faudrait pas beaucoup parce que dans le fond sur une opération comme par exemple la question de Ispahan, puisque ça se passe à Ispahan. Voilà, Ispahan. Voilà, puisqu'on parle de Ispahan. Sous le site nucléaire d'Ispahan. Vous iriez, vous enverriez vos hommes les chercher sous Ispahan? On parle d'Ispahan, mais il est probable que ça soit pas qu'à Ispahan. Il est probable que ça soit d'ailleurs sur plusieurs. Est-ce que j'enverrai moi mes soldats? Est-ce que moi j'irai? Moi, tout dépendra du renseignement. Si vous aviez le bon renseignement. Si j'avais tous les renseignements, oui, je pourrais mener. Difficile d'obtenir des réponses. Oui, je pourrais mener une opération commando avec. C'est pas énormément, c'est une centaine d'hommes là sur une opération comme celle-ci, peut-être même moins. Une centaine quand même. Oui, mais c'est pas énorme, une centaine pour une opération aussi grande. On est quand même dans un territoire qui est très grand. À titre personnel, moi j'ai toujours préféré opérer avec des plus petites unités. Plus petites, oui. Mais là, l'Iran c'est très grand. Mais là, l'Iran c'est très grand. Tout dépend évidemment du renseignement. Donc combien il vous faudrait de troupes de soutien? Il me faudrait des milliers? Non. Si par exemple il y avait 100 hommes, il me faudrait 1000 soldats. Si j'en ai 10, il m'en faudrait 100. D'accord. Mais concrètement, on est aujourd'hui face à des hommes qui sont aguerris à rentrer en terrain hostile. Ils sont entraînés pour... Stéphane Goldin, pourrait-il y avoir des combats avec les troupes iraniennes?
Oui, il pourrait y avoir des combats qui pourraient être menés face aux troupes iraniennes. Ces combats pourraient avoir lieu à l'arme automatique, pratiquement, ils pourraient même avoir lieu à l'arme blanche, s'il devait y avoir un rapprochement. Carrément. Bien sûr, mais c'est ça. C'est ça concrètement une opération spéciale. Mais je vais vous dire clairement les choses. Vous savez, quand vous préparez une opération spéciale, ça ne se prépare pas d'abord en un clin d'œil, à moins qu'il y ait une urgence. Il faut prendre non, mais là, il me semble que ça fait un certain temps que tout le monde se prépare. Mais il est très probable justement que cette trêve qui a donné du temps, a permis d'avoir un accès à énormément de renseignements. Tout va dépendre maintenant quelle est la nature de son renseignement. Et il faut savoir que ces renseignements, je dis souvent, vous me dites... Vous allez me sortir que les planètes s'alignent. Les étoiles s'alignent, et c'est vrai qu'elles ne s'alignent jamais complètement au dernier moment. On sait très bien qu'il peut y avoir un changement au dernier moment. Et tout ça, il va falloir s'adapter. Donc on est dans une phase de post-préparation, à mon avis. Oui, tout en étant prêt. Gallagher Fenwick, puis Sophia. Non, mais il y a la vraie vie et il y a les séries télévisées. On parle d'Ispahan. La distance à vol d'oiseau entre Ispahan, le site nucléaire n'est pas Ispahan même, mais il n'est pas très loin, et la côte iranienne du golfe Persique, par exemple, d'une ville comme Boucher, c'est entre 550 et 600 km. Donc, il faut qu'on m'explique. On dépose des hommes, donc on fait 600 km à l'intérieur de terre iranienne. On les dépose au sol. Ensuite, la question, c'est pas combien vous en mettez. Il y a, je crois, quelques centaines de forces spéciales qui sont prépositionnées et vous avez des milliers de troupes américaines qui peuvent jouer le rôle d'appui. La question, c'est combien de temps vous êtes prêt à tenir en terrain hostile ? Deuxième question. Puisque si j'ai bien compris, ces sites ont été bombardés. Ça veut dire que l'uranium enrichi, il est enfoui. Donc c'est comme dans une série où ils vont dans le village voisin voler des pelleteuses et du matériel pour faire de l'excavation. Et là, ils commencent à creuser avec le matériel d'excavation. Troisième question, j'en ai plein, mais je vais m'arrêter. Mettons, voilà, ils passent 3 semaines, ils sont attaqués, etc. Ils répondent. On s'y croirait, la Gallagher. Ils trouvent. Non, mais parce qu'on est dans une série, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Vous n'y croyez pas. Mais ils trouvent l'uranium enrichi. C'est quoi ? Ils prennent les bonbonnes, parce qu'on imagine que c'est dans les bonbonnes. Je pense que c'est pas dans les bonbonnes. Mais ils les mettent dans des sacs à dos, puis après ils appellent leurs copains qui reviennent, font 500 km avec leurs hélicoptères. Ils montent à voir les hélicoptères, et après ils arrivent sur un porte-avions, vous allez rire. Non mais Gallagher, les opérations spéciales, ça existe tout de même. Alors attendez, j'ai promis la parole à Sophia, parce que là tout le monde s'emballe. Sophia, et puis Aurélien aura aussi quelque chose à dire, je pense. Ma question, elle est pour Stéphane, et je vais dans votre sens, Gallagher. En réalité, on va prendre un exemple réel, pas un exemple de fiction. Ben Laden, un homme vivant comme un ermite, seul, sans Internet, dans une maison avec des femmes posées là et 2-3 terroristes pour le garder et des chèvres, n'est-ce pas ? Vous savez combien de temps ils ont pris pour s'organiser et organiser la prise dans des conditions pareilles, similaires, alors qu'ils n'étaient pas dans un territoire aussi hostile que la République islamique, qui était le Pakistan à l'époque, qui n'est pas la Suisse, mais c'était quand même un pays entre guillemets partenaire. Ça a pris 6 mois. Non, c'est un peu plus que 6 mois d'ailleurs. Voilà, je simplifie. Donc en réalité, et en plus les Iraniens les attendent. Donc en admettant qu'ils aient l'information, après qu'on ait réussi à faire tout le scénario écrit par notre scénariste Gallagher Fenwick, après qu'est-ce que vous faites ? C'est-à-dire combien de temps est-ce que vous pensez, moi ma question pour finir, est-ce que vous pensez que même s'ils ont obtenu de l'information de haute qualité pendant cette trêve et même avant, qu'il est possible de monter une telle opération, même en admettant que tout l'uranium se trouve au même endroit, est-ce qu'ils ont pu, depuis le 8 du mois dernier à ce jour, monter ou préparer une opération qui ne mette pas en péril toute l'équipe israélienne, américaine ou commune ? Si je peux me permettre de répondre. Rapidement. Je ne fais pas du cinéma et c'est pas mon but de créer un scénario. Bien sûr. Simplement. Et puis il s'agit de la vie d'hommes. Voilà. C'est la vie des hommes. D'hommes et de femmes. Tout dépend évidemment du renseignement et de la précision du renseignement. Évidemment, quand on prépare une opération, il faut la préparer dès son début, mais il faut aussi réfléchir à sa sortie. C'est très important. Je préfère le dire parce que... Non, on le sait. Avec 50 bonbonnes, l'uranium... il n'y a pas que la question des uraniums, il y a simplement aussi la question de la sortie des hommes. Ah bah oui. Évidemment. Qui est quand même primordiale avant la question de l'uranium. Donc il faut comprendre qu'actuellement, il doit y avoir un nombre de données qui ont dû arriver
ou aux Américains ou aux Israéliens ou aux deux en même temps. Elles sont analysées. Il y aura une possibilité ou pas de possibilité. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai eu dans ma vie militaire la possibilité de préparer ce qu'on appelle des opérations spéciales. Je peux vous dire qu'une grande partie de ces opérations spéciales ont reçu un feu orange et rouge. Tout simplement. Ouais, elles ne sont pas toutes faisables. Il y a juste un point. Où est l'effet de surprise? L'effet de surprise doit être... Il n'y en a pas. Parce que les Iraniens, eux, ils savent. Attendent. Les Iraniens, ils savent. Bien sûr qu'ils savent, mais ils savent. Donc ils attendent tranquillement. Ils savent, mais ils ne savent pas où et quand. Comment ça? Si, ils savent où. Bah si, ils savent où est l'uranium. Non, parce que vous parlez que de l'uranium. Il n'y a pas que l'uranium. Non, mais déjà, si on prend l'uranium, si vous vous focalisez sur l'uranium, effectivement, c'est pas moi, les Iraniens, c'est les forces spéciales qui se focalisent sur l'uranium. Les Iraniens ont entouré l'uranium, que les choses soient claires. Et ça sera un autre combat. Mais par contre, comme je l'ai dit au début de mon propos, ces forces spéciales peuvent aussi opérer sur la question de l'uranium, mais aussi sur autre chose. C'est-à-dire ça peut être aussi sur... Comment? Aller chercher Ahmed Vaidi, c'est ça que vous voulez dire? Ça peut aller chercher certaines personnes qu'ils ont ciblées, iraniennes. Ça peut être la destruction de certaines installations qui ne peuvent pas être, où on ne peut pas arriver avec un avion de chasse ou avec un hélicoptère Apache. Voilà, il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Mais le problème, à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que l'on peut faire quelque chose ou on veut regarder les choses se passer? Il y a un point essentiel, c'est l'analyse de risque. L'analyse de risque, j'ai été à l'époque, je ne vais pas refaire ma vie, mais un peu dans un bureau où on s'occupait de ça, on remplit la case avec marqué quelles sont les pertes acceptables. Bien sûr. Vous vous rendez compte que ça se passe mal, le crash? Mais bien sûr. Ça s'est déjà mal passé en Iran. Où ça a été un crash, d'ailleurs, ils ne se relèvent toujours pas. Mais l'analyse de risque, elle existe dans n'importe quelle opération. Et c'est vrai qu'on a un taux, il y a un taux que l'on décide de perte. Et c'est vrai que ce taux doit être un minimum. Et donc, concrètement, c'est vrai que quand vous commencez et vous menez ce type d'opération et vous la préparez, bien sûr que le taux de risque doit être pris en compte. Bertrand Villemer, Stéphane Goldin, aurais-je le privilège de pouvoir ajouter quelque chose à votre dialogue? Par exemple, Dan Kane, parce que c'est un propos du chef des états-majors des armées américaines, des États-Unis, que je trouve fort intéressant, quasi philosophique. Aucun adversaire ne devrait confondre notre retenue actuelle avec un manque de détermination. Je vous vois, Bertrand Villemer, faire une grimace. Dan Kane qui dit ça? Oui, Dan Kane. Parce qu'il avait dit quelques heures avant à un sénateur qui lui posait la question: est-ce que pour vous le détroit d'Ormuz, l'état du détroit d'Ormuz correspond à la victoire qui est déclarée par Trump? Il a répondu cette phrase: seul le pouvoir politique définit la victoire. C'est important ce qu'il disait. Ça veut dire que lui, il applique, mais il ne juge pas s'il y a une victoire ou pas. Donc là, par contre, je suis incapable de décoder cette phrase. Voilà, absolument. Aurélien Duchesne. C'est vrai qu'il y a un constat factuel. Aujourd'hui, les Américains se retiennent dans la mesure où ils ne rentrent pas œil pour œil, dent pour dent. Quand les Iraniens frappent les Émirats, les États-Unis ne ripostent pas massivement. Mais la question, c'est effectivement détermination. Pourquoi? C'est quoi les finalités? Est-ce qu'il y a une stratégie claire, comme du côté israélien, qui doit dire « nous voulons détruire le régime iranien ». Les Israéliens savent ce qu'ils veulent. On prend ou on prend pas, mais il y a une stratégie. Les Américains, la détermination à quoi? Même la détermination sur le détroit d'Ormuz, on peut l'interroger. Quand Trump ne dit pas ouvertement qu'il est prêt à mettre des hommes au sol pour enfin déverrouiller le détroit, s'il n'est pas prêt à prendre le risque, même pour le scénario minimal et accessible militairement, il n'y a que dalle de détermination aujourd'hui. Il y en a côté israélien, côté américain, un peu moins. Des interrogations israéliennes. Sylvie Berman. Oui, alors il y a effectivement sans doute absence de détermination parce que Donald Trump n'aime pas la guerre. Et à chaque fois, il a arrêté les opérations en plein milieu, à un moment où il pouvait revendiquer une certaine victoire. Bon, les frappes de B2 en juin dernier, cette fois-ci le sauvetage effectivement d'un pilote, mais c'était quand même au milieu de nulle part, l'arrêt de cette guerre. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un cessez-le-feu, c'est pour ça qu'il y a eu un cessez-le-feu aussi long, qu'il essaie de négocier, mais les Iraniens ont des positions absolument maximalistes, c'est-à-dire vous levez les sanctions, vous dégelez les avoirs, et puis nous, peut-être qu'on parlera d'un moratoire de 5 ans. C'est évidemment pas acceptable pour les Américains.
Maintenant, je voulais réagir quand même au débat de tout à l'heure, parce qu'entendre parler de séries télévisées, alors que, en fait, Israël, pour ne pas parler de Stéphane Goldin, a quand même mené un certain nombre d'opérations qu'on n'aurait même pas osé envisager dans des séries télévisées. Et qui ont été réussies. Et qui ont été réussies. Certains, il y a eu des films. Non, mais on ne peut pas... et il y en a certains qui ont mené à des films, effectivement. Donc on ne peut pas considérer que c'est par nature complètement impossible. C'est vrai, mais ils ont eu le temps de se préparer. Or, on est au milieu de la guerre, là. En tout cas, en TB, il n'y a pas eu beaucoup. Voilà, en tout cas, autre fait aujourd'hui saillant, c'est le retour après un déploiement de 11 mois. 11 mois, c'est-à-dire le plus long de l'histoire navale américaine depuis la guerre du Vietnam, et bien de ce groupe aéronaval du porte-avions, le Gerald Ford, qui est rentré ce matin même à Norfolk, en Virginie. Il a été accueilli par P-Texas, vous le voyez, là, il était d'ailleurs en tenue civile, il a parfois porté une casquette, parfois pas. Il a donc accueilli ces 4500 marins, plus leurs familles, et voici comment le Department of War a accueilli dans un clip qui mis en scène le retour de ce porte-avions, ce fleuron de la Navy américaine. You have held the line for our nation. There's something especially American about a day like this, extraordinarily American about this, about families and communities that put it all on the line and send their best, their men and women across the globe to defend this freedom we find that is so precious. So God bless you, and may God bless the War Department and the United States of America. Welcome home. Bon, un peu de légèreté sur ce plateau, un peu d'amour, un peu de... Non, n'est-ce pas, Bertrand Wilmer? C'est-à-dire, voyez ce qui s'est passé là, les images que nous venons de voir. Le first kiss, vous savez ce que c'est? Quand les marins rentrent, là, ils ont passé, pas 12 mois, 11 mois. 11 mois sans voir leur famille. Eh bien, il y a les familles qui organisent une tombola, juste avant l'arrivée du porte-avions. Et le privilège absolu, c'est-à-dire quand on gagne le ticket, le premier ticket, c'est d'être le premier marin à descendre. Voilà, vous voyez, les embrassades, et à descendre, embrasser son ou sa partenaire. C'est très important. Je rappelle que ce porte-avions était parti en juin 25 pour s'occuper d'abord du trafic de drogue dans les Caraïbes. Gallagher Fenwick. Et puis ensuite, en janvier 26, il était décisif dans la capture de Maduro. Et puis, à partir de février 26, il s'est rendu au Moyen-Orient. Non, effectivement, vous l'avez donné, ce chiffre 330 jours, c'est le plus long déploiement pour un porte-avions, je crois, depuis la guerre du Vietnam. Enfin, oui, c'est ça. Décennies. Absolument. Voilà, donc c'est une rotation qui est extrêmement longue, qui a été marquée par une succession de théâtres d'opérations, certains actifs, d'autres certains plus que d'autres. Avec un niveau d'engagement très élevé, ça fait partie d'une vie militaire, même si celles et ceux qui signent pour cela, je ne suis pas certain qu'ils aient signé pour 330 jours d'affilée. Et il y a eu quand même de vraies interrogations. Je pense qu'on n'aura jamais vraiment toute la lumière sur des incidents d'ordre technique. Alors notamment les cabines endommagées par un incendie, vous vous souvenez, dans la laverie. On l'avait beaucoup traité sur LCI au mois de mars. Il y a 30% de réparation et de révision technique en plus. Certains ont parlé sur ce porte-avions. Des actes de mutinerie justement pour écouter la mission. Vandalisme. Ça s'est ajouté à des histoires de sanitaires bouchers qui avaient sanitaires bouchés, un très sérieux problème d'insalubrité qui, sur un bâtiment qui contient des centaines, des milliers de personnes, ça entraîne vraiment des tensions. Et on sait que chez le soldat, il y a un point supplémentaire. C'est qu'il y a 11 groupes aéronavals. Américains. Ça fait 11 porte-avions, 22 vedettes, etc. Il y en a 4,5 d'opérationnels. Seulement 5 opérationnels. Ça veut dire que là, autour du Golfe, il y avait 90% du potentiel aéronaval avec des porte-avions américains. Il n'y en a plus 11. Il y en a maintenant, il n'y en a plus que 4. Donc ça veut dire que s'il est resté en mer si longtemps, c'est qu'ils n'avaient pas tellement le choix de le relever. Et sans résultat.
Il faut Oui, Aurélien. Au moment de la guerre en Irak de 2003, il y avait 5 porte-avions sur zone. Et les Américains avaient une capacité de renouvellement, on va dire, de leur capacité bien supérieure. La deuxième chose, c'est que certes, vous prenez les 3 porte-avions aujourd'hui sur zone, ensemble, c'est l'équivalent de la chasse française qui est embarquée. Nous, on estime que dans une hypothèse d'engagement majeur, on mettrait 40 Rafales maximum à l'Est potentiellement. Les Américains, ils ont 600 avions sur zone, 150 embarqués à bord de ces porte-avions. Mais le signal pour un pays comme la Chine, aujourd'hui, c'est de voir que si les Américains, alors c'est pas censé être une guerre d'ailleurs d'après Trump, ce qui s'est passé en Iran, sont en difficulté maintenant, alors que la doctrine américaine est de se battre sur 2 fronts, et qu'ils ne savent pas en gérer un seul aujourd'hui, ça donne des indications à la Chine peut-être demain. Exactement. Et à la Russie. Oui, ça fait longtemps avec Trump. Mais ouais. D'accord. Côté iranien non plus, on ne semble prêt aujourd'hui à aucune concession, comme le proclame le chef de l'armée iranienne, le général de division Amir Hatami, qui dit ceci: nos forces armées poursuivront leur mission jusqu'à la dernière goutte de sang et jusqu'à la victoire totale. Il se trouve que côté iranien, la puissance militaire de ce pays est enracinée dans la foi et la conviction religieuse, surtout, Sophia Mara, en ce mois de deuil de Muharram, qui est un mois où, vous le savez, les chiites commémorent une fameuse bataille, la bataille de Karbala, qui est fondatrice du chiisme, c'est-à-dire lorsque le petit-fils de Mahomet, l'imam Hussein, s'est battu et que sa tête a été coupé. Donc, que fait aujourd'hui Hatami en prononçant ces mots? Eh bien, évidemment, il met en avant la notion de sacrifice. Tout à fait, la martyrologie qui est la colonne vertébrale de l'idéologie, d'abord de la confession chiite et de l'idéologie de ce régime, cette théocratie. Et quand il fait appel à Hussein et au mois de Muharram, donc c'est le mois qui est en ce moment, effectivement. Exactement. Donc sa déclaration est voulue en ce moment précisément. Voilà. Et pendant 10 jours, cette commémoration qui dure 10 jours, eh bien, chaque année, les chiites à travers le monde, mais les Iraniens avant tous, les processions. Oui, exactement, voilà. Pour dire que c'est la victoire du faible contre le fort. Voilà les processions. J'explique à l'image, il s'agit de processions, donc de cérémonies de deuil. C'est le fameux rituel d'Ashura où on pleure la mort de l'imam Hussein et on s'auto-flagelle. Vous voyez, même des enfants. Je me rappelle quand j'avais été en Irak, j'avais évidemment assisté à ce genre de processions et elles ont lieu en ce moment même en Iran. Exactement, elles ont lieu annuellement en Iran, mais même dans tout le monde là où il y a des communautés chiites. Tout le monde chiite. Effectivement, dans certains pays, l'autoflagellation a été interdite, mais en Iran, effectivement, et donc c'est tout ce symbole qu'utilise et exploite à l'envi la théocratie iranienne pour dire il faut si Hussein est mort en martyr, vous pouvez aussi mourir en martyr et servir de chair à canon à ce régime. Et donc, il l'utilise à l'envi, et comme on peut le voir ici. Alors, mais Stéphane Goldin, c'est quand même assez étonnant ce que proposent en tout cas les Iraniens, c'est-à-dire qu'un soldat iranien, si je comprends bien, n'a pas peur de la mort. C'est ce que dit ce général, c'est le sens de ce propos, alors qu'un soldat occidental se bat, lui, pour rester en vie, pour gagner, pour rester en vie. Est-ce que finalement, c'est pas une arme technologique suprême, une arme psychologique, une arme psychologique qui est supérieure justement à toutes les armes technologiques? Je n'ai jamais trop cru en cette arme technologique. Je pense qu'un homme est un homme. Alors c'est vrai qu'il y a des hommes qui ont une croyance prêts à sacrifier tout pour le régime. Sacrifier, et on l'a vu. Il n'y a pas, d'ailleurs, il y a eu des et donc c'est vrai que ces hommes-là, mais je pense que la grande majorité des soldats iraniens doivent avoir peur, comme les soldats, comme les autres, vous voulez dire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi cette volonté, on est dans ces 10 jours de commémoration ou de cérémonie, et donc il y a cette volonté de faire passer aussi ce message fort auprès du peuple iranien, pour les motiver, pour les motiver face, évidemment, parce que on parle du côté américain, mais il y a aussi, il faut regarder ce qui se passe aussi du côté
iranien. Alors c'est vrai qu'il y a très peu d'informations parce qu'il n'y a pas d'internet, il n'y a pas un peu d'informations qui filtrent. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu encore des personnes qui ont été pendues ces 24 ou des ces étudiants 40, notamment. ces 48 dernières heures. Et donc il faut continuer à motiver la population. C'est une population qui qu'on le veuille ou non, qu'ils soient d'accord ou pas d'ailleurs avec le régime, sont assez en phase aussi avec une vision chiite de la société. Et donc c'est vrai qu'il y a ce message qui passe. Maintenant, à titre personnel, je reste toujours persuadé, et j'ai eu des gens qui ont combattu avec moi, qui étaient aussi, j'allais dire, très croyants, et ils ont, même s'ils avaient peut-être Dieu avec eux, un homme... Oui, bon, d'accord. En tout cas, mais regardons ce clip très court de la télévision iranienne qui illustre cette motivation à laquelle vous faisiez allusion il y a un instant. C'est une femme qui se présente les armes à la main. J'ai été envoyée par les forces armées afin que, comme tous les autres, je puisse apprendre à manier ces armes. Si cela s'avère inutile, moi, depuis cette tribune, j'annoncerai la mort de mon pays, de ma terre et de mon peuple. Si besoin, les femmes, les filles, les armées, tout le monde est prêt. Nous sommes prêts à lutter contre les ennemis et nous défendons notre terre sacrée, notre terre-mère, notre pays. Elle est présentatrice, cette femme, présentatrice de la télévision d'État. Sophia Marin. Oui, c'est de la propagande et parfois propagande. Ça, évidemment, ça va sans dire. Cette propagande, j'allais donc dire que parfois elle met même en scène de façon beaucoup plus ignoble des enfants qui sont avec le bandeau Hussein et donc le fameux imam dont nous parlions oui, leur front ceint du bandeau imam Hussein. Exactement, ceint d'un bandeau noir, le bandeau du deuil de Hussein pour rappeler que mourir pour lui. Cette question du sacrifice. Oui, voilà, c'est pour ça que je ne suis pas complètement d'accord avec vous, Stéphane. Non, il ne faut surtout pas sous-estimer, minimiser. Minimiser. Ça, je suis d'accord. Cela. Aujourd'hui, au Liban. Attendez. Oui, non mais d'accord, mais aujourd'hui, même au Liban, vous avez cette idéologie et il y a des femmes, des mères que vous voyez alors que leurs enfants meurent là vraiment pour rien. Je termine, et qui disent « Oh mon chéri, il faut que tu partes et maintenant on va envoyer le deuxième frère à la mort ». Donc, je veux dire, on peut croire toutes les propagandes. Mais quand vous avez une mère qui prononce ces mots devant le corps de son enfant, là je pense qu'on a atteint les summums de l'horreur et de l'embrigadement. Je suis entièrement d'accord, je ne la sous-estime pas du tout. Ah bah voilà. Non, je la sous-estime pas du tout. Alors franchement, je la sous-estime. On a vu d'ailleurs des attentats kamikazes d'ailleurs, avec ce type de personnes. Simplement, ce qui veut dire que des personnes y croient. On est dans une intoxication, un embrigadement total, avec une manipulation complètement des cerveau, on sait ce que ça veut dire. Oui, mais c'est une autre culture. Mais c'est une culture qui existe. Est différente. Et ce n'est pas la culture occidentale. Voilà. Et c'est pour ça aussi. Et c'est ça aussi. Pas en même temps. Et c'est ça aussi une grande différence. C'est que nous sommes au Moyen-Orient, nous sommes dans les pays du Golfe, et il est peut-être là le différentiel. C'est-à-dire que nous sommes avec une puissance qui sont les États-Unis, qui réfléchissent comme en Occident. Oui, et qui n'a pas du tout ces valeurs-là, bien évidemment. Avec Trump, je ne sais pas trop. En tout cas, oui. Alors, Bertrand Vulmer, vous vouliez dire quelque chose. Et ce qui rend fort, c'est la justesse de la cause. Alors après, il peut y avoir le fanatisme qui se met dessus. Après la Deuxième Guerre mondiale aussi, hein. Il y a des gamins de 12 ans qui montent au... Et la justesse de la cause, telle qu'elle est vécue, telle qu'elle est comprise par un soldat américain, n'a rien à... D'abord, on ne sait pas trop d'ailleurs, n'est pas du tout la même que la justesse de la cause d'un soldat iranien. Et c'est d'ailleurs vrai aussi entre l'Ukraine et la Russie. Oui, exact. Après, on a tout à fait raison de parler de cette dimension passionnelle et de ce régime et de ces centaines de milliers de soutiens actifs. Oui, ils existent, mais il ne faut pas oublier une autre dimension. On parle d'un régime qui, au moment où il peut lapider ou pendre des femmes et des homosexuels pour des raisons de vertu religieuse, envoie leurs enfants dans des villes aux États-Unis ou en Europe, planque leur argent dans les Émirats Arabes Unis. Il ne faut pas oublier qu'à la tête du régime iranien, et surtout où ça, dans l'armée, vous en avez aussi qui, entre les délices incertains d'une promesse religieuse et, par exemple, de l'argent ou un accord avec les Américains, il y a des problématiques partout. Je prendrai un seul exemple. On a vu dans l'armée russe, par exemple, que les soldats russes
entre l'idée de se sacrifier pour 1 mètre de terre ou l'idée que leur vie vaut quelque chose, comme dans l'armée ukrainienne, et qu'on va les chercher comme les Américains l'ont fait en Iran, je pense qu'il y a beaucoup de personnes en Iran qui peuvent préférer la vie et le confort matériel à la fin plutôt que le martyr et le shahid messianique. Il y a également cette scène de la télévision d'État iranienne où un présentateur d'une émission de télévision, un présentateur très connu, très populaire, un animateur phare, reçoit un cours, et nous allons partager cette vidéo avec vous tout de suite, pour manier son arme. Il y en a qui sortent l'arme de son étui. On tire sur la gâchette et on se met en position de tir. Beaucoup d'entre vous voudront voir comment vous allez effectuer cette manœuvre. Je l'ai déjà faite une fois. Maintenant avec la crosse. On sort de la position de sécurité. Formez la ligne de tir. Bravo. Bon, formez la ligne de tir. Oui, avec le drapeau des Émirats en bas. Formez la ligne de tir. Retenez votre souffle. Tirez au nom d'Allah. Super. Tirez une fois avec la main droite, car votre voix est la meilleure arme qui soit. Non, Stéphane Gomli, j'aurais voulu que vous me commentiez exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire, c'est un formateur de l'armée qui vient expliquer à cet animateur comment manier la... Oui, on est face à un fusil d'assaut qui s'appelle un AK-47. La Kalachnikov. La Kalachnikov de type russe, là. Oui, type russe, oui. C'est une crosse en bois, c'est pas une crosse en fer, parce qu'elle aurait pu être chinoise. Crosse en fer, c'est chinois, et crosse en bois, c'est russe. Voilà, exactement. Et c'est la crosse qui se plie pour le modèle, pour le modèle chinois. L'original, c'est soviétique, évidemment. On lui apprend évidemment à manier cette arme, on lui apprend à mettre une balle dans le chargeur, on lui apprend à charger son arme. Et alors, ce qui est assez, d'ailleurs, assez intéressant, c'est qu'il tire sur le drapeau des Émirats Arabes Unis. Il tire pas sur le drapeau israélien ou le drapeau américain. Donc on voit très bien la cible, la volonté, le message qui passe. Mais derrière tout ça aussi, il y a probablement aussi un message à la population en disant clairement, toute la population peut s'armer. Utiliser un AK-47, c'est franchement quelque chose de très simple, tout le monde peut le faire, et c'est une arme la plus simple du monde. Donc, concrètement... Vous voulez dire, il n'y a pas besoin d'apprendre. Il n'y a pas besoin d'apprendre, il n'y a pas besoin de 50 cours. Bon, oui. Y compris pour tuer des mollahs, j'ai envie de dire, parce que... Alors attendez, mais il tire sur le drapeau des Émirats Arabes Unis. Mais sauf que quand, après janvier et les 30 à 40 000 morts, vous montrez une population un peu à cran. Alors voilà, en direct, comment on se sert de ça. Ouais, je pense que ça peut être un message pour beaucoup de gens en Iran qui attendent une chose, c'est d'être armés. Parce que si vous voulez renverser ce régime par la force, c'est pas 40 jours de bombes de plus, c'est d'armer la population. Et ça, il y en a beaucoup, à mon avis, qui commencent à penser à ça. Nous remarquons, nous soulignons que cet animateur tire, et le coup pas, sur le drapeau des Émirats Arabes Unis. Et tout ça se passe en direct à la télévision d'État de la République islamique d'Iran. Ce lundi, effectivement, selon le Wall Street Journal, les forces armées émiratis, justement, ont mené des opérations aériennes de drones contre des installations militaires en Iran. Alors que d'habitude, Abu Dhabi privilégie plutôt la diplomatie ou les canaux secrets avec Téhéran. Et aujourd'hui, un communiqué des Émirats Arabes Unis a répondu directement à cet article. Mais allons tout de suite au Qatar, en direct de Doha. Nous avons Elisa Cléache, notre envoyée spéciale, qui est en direct avec nous. Bonsoir Elisa. Que s'est-il passé finalement? Essayons de comprendre. Est-ce que les Émirats Arabes Unis ont frappé en début de semaine contre l'Iran ou pas? Oui, en tout cas, c'est une information qui n'est pas démentie directement par les Émirats Arabes Unis. Une information donc donnée par le Wall Street Journal, selon lequel donc les Émirats Arabes Unis auraient frappé directement l'Iran, notamment en avril dernier, sur une raffinerie iranienne. Et si ces frappes sont avérées, eh bien, cela montrerait l'évolution d'une position des Émirats dans ce conflit, nettement plus offensive. D'autant plus qu'on apprend une autre information, c'est cette collaboration étroite entre les Émirats Arabes
Arabes Unis et l'État d'Israël, à la fois des échanges avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, avec le Mossad également, le renseignement israélien, ou encore un travail collaboratif sur les interceptions de drones et de missiles iraniens notamment. Donc ce sont deux informations qui pourraient bien tendre davantage les relations entre les Émirats Arabes Unis et l'Iran. Les Émirats qui craignent donc des représailles encore plus fortes sur des frappes iraniennes si jamais le cessez-le-feu venait à prendre fin. Merci Elisa Cléache, merci d'avoir été en direct avec nous depuis Doha, la capitale du Qatar. Donc, si je comprends bien, Sophia Mara, les Émirats Arabes Unis, qui ont été beaucoup visés depuis le début de cette guerre, ils n'ont pas démenti formellement d'avoir frappé, mais ils essayent, c'est une espèce de confirmation implicite qu'ils ont fait quelque chose. Non seulement c'est en train de modifier complètement tout ce qui se passe dans le Golfe et toutes les alliances. Plus encore, puisque aujourd'hui, vous avez tout à fait raison de le souligner, c'est en train de changer les équilibres au Proche-Orient, et je vais expliquer pourquoi très brièvement dans quelques secondes, mais au-delà, puisqu'on voit bien que pas le divorce, mais en tout cas le coup de froid très inquiétant qu'il y a entre Washington et le reste du monde occidental et notamment l'Europe, c'est ce qui se passe en Iran. Deuxième point, dans les pays du Golfe, les Iraniens ont réussi à diviser les États du Golfe. Entre d'un côté les Émirats Arabes Unis, qui se sont clairement rangés aux côtés d'Israël, et pour se défendre, ils ont été très clairement visés, peut-être plus encore que l'État hébreu, une collaboration militaire, mais pas seulement, avec les Israéliens. Et de l'autre, vous avez l'Arabie Saoudite et les autres pays du Golfe, qui ont été pourtant eux aussi abreuvés de missiles, notamment le Qatar qui a vu endommager à 17% la plus grosse usine de gaz naturel liquéfié à Ras Laffan au Qatar. Eh bien, eux, malgré cela, continuent apparemment à craindre l'Iran, à se dire qu'ils sont otages de la géographie et que finalement, ils sont obligés, avec l'Iran, d'avoir une sorte d'acte d'Helsinki. Et ces pays du Golfe ont proposé donc un pacte de non-agression qui inclurait ces pays de la région et la République islamique d'Iran, au lieu d'affronter directement ce pays qui les a pourtant clairement frappés et visés. Alors, essayons de bien comprendre, Sylvie Bermann. Les Émirats Arabes Unis avaient tenté depuis cette guerre, d'essayer de persuader leurs voisins, l'Arabie Saoudite et le Qatar notamment, de participer à une réponse militaire coordonnée. Sauf que ils ont eu une réponse de non-recevoir. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont été frustrés que leurs voisins aient refusé? Ce que dit Sophia Mara est vrai. Bon, il y a une division. L'Arabie Saoudite hésite parce que je pense qu'elle considère quand même que l'Iran est un ennemi et aurait bien aimé finalement que les Américains contribuent à éliminer le régime. Face à l'enlisement temporaire peut-être, ils ont changé de position. Mais il y a quand même cette redistribution des cartes parce que les Émirats Arabes Unis ne reviendront jamais du côté des Iraniens. Et donc les choses sont en train de changer. Moi, il y a une autre chose qui me frappe beaucoup. Ça changera peut-être si les Américains recommencent les frappes. Il n'y a pas eu les manifestations de ce qu'on appelle la rue arabe dans le monde entier. Non, il n'y a rien eu. Et ça, c'est très intéressant. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de soutien pour ce régime iranien dans le monde, malgré toute la propagande et le lavage de cerveau qu'ils essaient de faire. Mais Gallagher, selon The Telegraph, des responsables de l'administration Trump ont encouragé les Émirats Arabes Unis à s'impliquer justement plus lourdement dans cette guerre contre l'Iran et même à s'emparer de l'une de leurs îles dans le Golfe, l'île de Lavan. Donc là, on a quand même l'impression que ce bombardement de l'Iran a, comme disait Sophia Mara, apporté non seulement des représailles, mais un réalignement complet des alliances. Oui, alors sur l'action militaire des Émirats Arabes Unis, je précise simplement que ça n'est pas revendiqué par les Émirats Arabes Unis. Non, bien sûr que non. Ils ne l'assument pas pour le moment. Je pense que c'est un Rubicon qui a été franchi, mais il y a un calibrage. Sont-ils vraiment intervenus et qui a explosé à la figure du monde quand Benjamin Netanyahou a cru bon de révéler le voyage qu'il avait entrepris là-bas avec le patron du Mossad, le chef d'état-major Eyal Zamir,
ce qui montre que sa popularité, même si je suis d'accord qu'il n'y a pas eu de manifestation, je crois que la popularité de Benjamin Netanyahou, y compris dans le Golfe, elle me paraît très limitée. Et je fais mise la chose. En revanche, il y a un pari qui est intéressant, celui d'MBZ, et ça a été dit, c'est celui de l'alignement sur Washington et Tel Aviv. Et ça, c'est un immense risque, parce que cet alignement veut dire MBZ isolement, qui dirige les Émirats Arabes Unis. Oui, pardon. Isolement au sein de son propre quartier, si vous me permettez l'expression. Donc, que vont pouvoir lui apporter durablement Américains et Israéliens, étant donné les défis qui vont se présenter à MBZ? L'avenir nous le dira. Mais ce qui est important, et ça a été souligné par Sophia Mara, c'est de comprendre d'abord que les Saoudiens ne prennent pas cette voie, mais ensuite je pense qu'il faut arrêter de parler des pays du Golfe en se disant en fait c'est un peu tous les mêmes. C'est tous les mêmes, c'est pas du tout les mêmes. Voilà, absolument pas. D'islam sunnite, pas du tout. De géographie. Bon, ça c'est d'ailleurs même très méprisant. Qu'il y a des agendas qui sont. Il était déjà extrêmement différent, les agendas de ces différents pays. Et là, c'est exacerbé. La crise iranienne a accentué encore plus. Alors, soulignons ce que vous venez de dire. On sait que les Émirats Arabes Unis se sont rapprochés d'Israël pendant cette guerre en Iran, face notamment aux salves, oui, même avant, de missiles iraniens sur leur territoire. Vous avez raison, les accords d'Abraham, etc. Mais ils ont d'ailleurs reçu et fait fonctionner, vous nous le disiez l'autre jour, Stéphane Goldin, des capacités de défense antiaérienne israélienne chez eux. Mais hier, le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, non seulement a accusé Abu Dhabi, donc les Émirats Arabes Unis, de jouer un rôle actif dans la guerre déclenchée le 28 février, mais il a aussi fait référence à cette fameuse rencontre entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président des Émirats Arabes Unis. Voilà ce qu'il a dit. Netanyahou a maintenant publiquement révélé ce que les services de sécurité iraniens ont transmis depuis longtemps à notre direction. L'inimitié avec le grand peuple d'Iran est un pari insensé, la collusion avec Israël pour se faire impardonnable. Donc expliquez-nous votre avis là-dessus, Stéphane Goldin. Pourquoi Netanyahou a-t-il révélé cela ? À cause des élections, pour quelle raison ? En partie à cause des élections, parce que concrètement, tout est sorti. D'abord, la visite du patron du Mossad et du patron du contre-espionnage. C'était pas en même temps. Hein. C'était pas du même. Le patron du Mossad, c'était au mois de mars. Pas du tout en même temps. C'était au mois de mars et au mois d'avril. Le patron du Mossad a effectué 2 voyages sur le territoire des Émirats. Il y a eu le patron du contre-espionnage. Il y a eu aussi le chef d'état-major. Et c'était pas secret. Et là, c'était pas secret. Oui, c'était secret, mais ça a été révélé par le Wall Street Journal. La fuite a été délibérément, voilà. Par contre, si Benjamin Netanyahou a été effectivement aux Émirats Arabes Unis, par contre là, il n'y a eu aucune fuite de la presse. Ça a été, c'est parti de son propre cabinet qui a voulu faire fuiter délibérément cette information. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'actuellement, il y a énormément de rivalité au sein de la tête de l'État sur la question de la nomination du futur chef du renseignement, sur la future de certaines autres nominations autour de l'établissement israélien. Et c'est vrai que nous allons vers des élections dans les mois qui viennent, proche ou pas, en tout cas, voilà. Et donc, il y a toute une course qui se fait, et Benjamin Netanyahou, dans cette affaire, voulait aussi exister. Je pense qu'il aurait dû franchement se taire. Il n'avait pas besoin de le dire parce qu'il a envenimé une situation où on n'avait pas lieu. Et cette situation, il m'aurait mieux fait de se taire. Non, et cette situation complique les Émirats, complique Israël et complique toute la région. Parce que comme ça a été dit, c'est vrai que tous les pays du Golfe n'ont pas la même ligne. Et qu'on le veuille ou non, si on veut avoir une ligne claire entre l'Arabie Saoudite, le Qatar qui change de pied parce que le Qatar a une seule volonté, c'est de reprendre la négociation à la place du Pakistan. Il y a aussi un jeu qui se joue derrière. Et Israël et les Émirats, Benjamin Netanyahou n'avait pas à le dire. Au plan militaire. Alors Bertrand Villemer, puis Gaguerre. Au plan militaire, l'attitude des Émirats Arabes Unis est suicidaire. Parce qu'ils sont indéfendables. Ils sont, quoi que soit, que puisse dire le régime israélien pour dire bougez pas, on va s'occuper de vous. On va vous aider, oui. Ils ont fait le coup aux Américains, ils sont en train de faire le coup aux AU, hein. Bon, pour les entraîner avec eux, mais ils sont indéfendables au niveau ciblage. Alors là, les EAU, c'est un paradis. Les Émirats Arabes Unis sont indéfendables, dites-vous. Ah oui,